Bonjour à toutes et à tous, ici Benjamin Vincent, je suis très très heureux de vous retrouver, c'est la rentrée, on est le 2 septembre, on est à une semaine pile de la keynote du 9, la keynote qui devrait voir débarquer la gamme iPhone 17, les nouvelles Apple Watch et peut-être plus, ça va être notre gros sujet de la semaine avec votre rapport bien sûr à vous dans le chat, vos questions, vos réactions et une bonne partie de la team iWeek. Je suis très heureux de vous retrouver, de vous accueillir les amis. François Le Truedic, Elia Bitbol, Gilles Denès. Salut à vous trois. Hello. Salut, chef. Toi tout seul. Ouais, très heureux. François, tu te fais rare, donc c'est vraiment chouette. Ellie, tu as pu te connecter en allant kidnapper une antenne Starlink, c'est formidable. Et Gilles aussi au rendez-vous. Merci vraiment. On est dans la dernière ligne droite avant cette keynote qui a donc été confirmée juste après notre interview de la semaine dernière. Vraiment, si vous avez raté l'épisode 243, je vous conseille vivement de revenir en arrière et d'aller écouter cette demi-heure qu'on a passée avec Mark Gurman. C'était un moment formidable, beaucoup d'infos. C'est vrai qu'il parle très vite, hein, c'est ce qu'on se disait juste avant de démarrer. Une demi-heure avec Mark Gurman, c'est comme une heure avec quelqu'un de avec quelqu'un. Johnny Ive. C'est ça. Bon, on va démarrer notre deuxième épisode de la saison 6 par notre traditionnel retour sur. Alors c'est vraiment une petite séquence parce que le cœur du sujet c'est évidemment la keynote, mais quand même deux infos qui sont toujours là. C'est quand même fou. Et je vais commencer par la première. Cette mise à jour qu'Apple prépare spécifiquement pour l'iPhone 12, on se souvient des noises que lui avait cherché l'Agence nationale des fréquences françaises à propos d'une quantité de radiation, d'ondes électromagnétiques radio, enfin le fameux DAS qui dépassait le seuil autorisé. On se souvient qu'en 2020, Apple avait dû sortir une mise à jour spécifique d'iOS 17.1 en France pour faire repasser ce taux sous le seuil fatidique. Et ben en fait on se rend compte que c'est pas fini puisque sur la prochaine mise à jour, il y aura encore une mise à jour spécifique. Alors en fait qui est la suite de cette exigence française et du coup qui sera disponible à l'échelle de toute l'Europe. Est-ce que ça veut dire que les iPhone 12, du coup, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, seront un peu moins puissants à cause de cette, on va dire, ce coup de zèle de l'Agence française des fréquences? Qu'est-ce que vous en pensez? Excuse-moi, je vais juste apporter un petit correctif à ce que tu as dit. La mise à jour, c'était en octobre 2023. Oui. La mise à jour était sortie. Et de mémoire. Ah oui, t'as raison, iOS 17, oui, c'est pas possible sinon. Oui, t'as raison. Et de mémoire, ils avaient communiqué juste le soir de la présentation de l'iPhone, ça devait être le 14. Tu sais, le communiqué était sorti de l'État était sorti juste au même moment que la keynote et ça nous avait bien fait réagir d'ailleurs. Mais c'était un hasard. Oui, t'as raison. 2023, iOS 17, c'était pas possible en 2020, c'est sûr. Non. Et ils auraient dû utiliser une meilleure agence de com, parce que moi je m'attendais à ce qu'Apple réponde dans un style le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière, il n'y a aucun danger, mais non. Bon, donc cette mise à jour, on parle de quel OS du coup? Pas d'iOS 6, si? Pour moi, la mise à jour, ce sera avec la prochaine mise à jour qui risque de sortir. Donc, ce sera peut-être iOS 26, je pense, un correctif. Parce que de toute façon, l'iPhone 12 va avoir le droit à iOS 26, donc ça risque d'être implémenté peut-être dans la dernière version d'iOS. Du coup, je suis perdu 18, 19, je sais plus où est-ce qu'on en est du coup avec ces bêtises. Mais à mon avis, ils la feront en rétroactive avec la dernière version qui va sortir. La dernière mise à jour de cette version actuelle, c'est la 18, 19. Aidez-moi les copains. Je sais pas. En tout cas, je suis en train de chercher la compatibilité d'iOS 26, donc l'iPhone 12 est bien dans la liste des iPhones compatibles. Donc il y aura une mise à jour d'iOS 26 pour l'iPhone 12. Et donc j'imagine que c'est cette... Pour les 3 qui restent en activité dans le monde. J'imagine que c'est cette mise à jour-là qui va être modifiée, du coup, pour ne pas froisser à nouveau les autorités françaises. Didier qui demande s'ils vont envoyer Apple à la DAS. Très bon.
Très très beau. L'autre info récurrente, l'autre retour sûr, concerne le Royaume-Uni. Vous vous souvenez de cette demande des Britanniques d'accéder, de pouvoir accéder aux données de tous les Britanniques qui ont un iPhone, données cryptées dans leur compte iCloud. Les Américains avaient assez sèchement répliqué qu'il n'en était pas question au mois d'août. On a cru que l'affaire était terminée, et en fait non, puisqu'on apprend que les Britanniques, via leur ministère de l'Intérieur, en tout cas l'équivalent, sont en train de rédiger une nouvelle demande, cette fois qui concernerait les non-britanniques sur le sol britannique. Donc potentiellement aussi les Américains. Oui. Je suis pas sûr que ça va passer. Non, et je sais pas si tu as vu, mais en fait, ça dépend du niveau des relations diplomatiques entre les États-Unis et le Royaume-Uni, qui sont généralement assez proches, et des déclarations de Mark Rubio, qui est le secrétaire d'État, ou de Donald Trump, vis-à-vis de l'administration Starmer. C'est-à-dire qu'ils s'étaient rapprochés à un moment donné, ils faisaient copain-copain, etc. Et puis, la semaine dernière, il y a eu un très long message de Trump sur la liberté d'expression en Angleterre, mais assez virulent. Et du coup, les relations sont un peu moins cordiales qu'il y a 15 jours. Donc, voilà. C'est comme ça. Il y a les droits de douane au milieu de tout ça qui se passent. Petit détail. On va pas faire de politique. Non. C'est juste pour dire que c'est pas fini. Techniquement, je crois pas que ça soit ça. Je pense que la demande du ministère de l'Intérieur était inconstitutionnelle, et s'il la reformule en ciblant uniquement les étrangers, c'est que les sujets britanniques sont a priori à l'abri de ça en vertu de ce qu'on appelle l'habeas corpus, qui est quelque chose qui garantit la liberté de parole, d'opinion, et même la sécurité des sujets britanniques sur le territoire. Je pense que c'est plutôt par rapport à ça. Ok. Bon, voilà, on ferme la parenthèse d'ouverture. Je vous remercie encore de nous rejoindre en ce mardi. Il est 18h49 pour cet enregistrement en direct de l'épisode 244. On vient directement au gros morceau du jour et de la semaine prochaine, à savoir la keynote du 9 septembre. La keynote dropping. Petit jeu de mots, on dit jaw dropping, généralement jaw dropping, c'est à se décrocher la mâchoire, hein, c'est ça. Voilà, c'est quand on est face à quelque chose qui vraiment nous coupe le souffle. Alors forcément, on a des attentes très très élevées. Alors on sait que traditionnellement, début septembre, Apple présente sa nouvelle gamme d'iPhone, sa nouvelle gamme d'Apple Watch. On va dire ça, c'est la base. On va évidemment revenir sur ces deux gros morceaux. Et puis, il y a tout le reste, tout ce qui peut être annoncé de plus. Et on va aussi y revenir dans un deuxième temps. Mais oui. Peut-être que on peut repartir du visuel de cette keynote, de cet Apple Event tel qu'on le voit notamment sur la homepage du site apple.com. À chaque fois, Apple trouve un nouveau procédé graphique pour mettre des indices, hein, dans le visuel de son logo. Qu'est-ce que vous voyez comme indice dans celui-là? On a un peu l'impression d'être face à un logo passé à la caméra thermique, quoi. Hein. Mais c'est vrai. C'est d'ailleurs ce qui a été repris dans un certain nombre de sites. On dirait une image de caméra thermique. Alors c'est drôle parce que si on passe sa souris sur le logo, on fait réagir le logo, et à l'endroit de la souris, il va changer de couleur, passer au rouge. Voilà, c'est assez bien foutu. Qui veut se lancer là sur les petits indices éventuels qu'on a dans ce logo? Moi, les logos, à chaque fois on se plante, hein. J'ose plus. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'allais dire.
Moi, je veux bien y aller si tu veux, Benjamin. Allez, vas-y. Allez, merci. Il y en a au moins un courageux dans la. De toute façon, je serai pas là la semaine prochaine pendant la keynote, donc au pire, c'est pas grave. Vous mangez ton Personne ne me rappellera. On te ressortira l'extrait, t'inquiète pas. Oui. Non, comme tu l'as dit, on voit le côté rayon X. Alors, on a parlé d'un nouveau système de refroidissement. On va y revenir en détail tout à l'heure. Donc, je pense que clairement, c'est une allusion à ça. Moi, la deuxième chose, c'est les couleurs. C'est vrai que souvent Apple aime bien jouer avec le côté couleur. Donc la rumeur dit qu'on aurait le droit à des iPhone Pro orange. Donc voilà, on voit bien le côté orange. Notamment. Et le retour du bleu aussi. Oui. Du bleu aussi. Effectivement, Ellie, t'as raison. Et puis il y aura toujours une pomme dessus, donc ça c'est plutôt rassurant, quoi. Ça changera pas. Ça c'est une pomme. Alors un bleu foncé, hein. Voilà, les mélanger avec les autres iPhones. Je pense qu'on va peut-être au bleu qu'on avait sur l'iPhone 12 Pro. Moi, j'en ai eu un. D'ailleurs, c'est ma chère et tante qui l'a récupéré. C'est vrai que c'était un joli bleu. Je trouve que c'était un bleu très sympa et ça rappelle énormément ce bleu-là des iPhone 12. Donc, à voir à quel niveau sera le DAS dessus. Mais voilà, ça reste un téléphone avec une couleur sympa. Je pense que voilà, en dehors de ça, j'ai rien vu d'autre passer. C'est clairement les couleurs. Je suis curieux de voir cet iPhone orange parce que j'aurais pas misé là-dessus pour les modèles Pro. Mais bon, Apple a toujours le chic pour nous sortir une couleur un peu spéciale sur les modèles Pro, je trouve. Donc ça changera. Donc du coup, si vous voulez montrer que vous avez le nouvel iPhone, faudra prendre le orange, quoi. Ouais, exactement. Ce sera un peu le but. Gilles, Elie, est-ce que vous vous aventurez sur peut-être d'autres détails? Non, la couleur éventuellement, mais comment dire, la cupertinologie maintenant, je ne me risque plus trop dans ce type de matière et de science qui est peu exacte. Donc, je laisse la parole à Ellie là-dessus. Non, je crois qu'on pourrait se concentrer plus sur le nom de la keynote, en plus du logo, parce que vraiment surprenant à ce niveau. Jaw dropping, c'est pas tous les jours qu'Apple nous sort des trucs comme ça, hein, donc ça veut dire qu'ils ont intérêt à assurer. Oui. Bon, à mon avis, ça veut clairement dire que le design va nous en mettre plein la vue. Donc, j'imagine que ça fait référence à l'arrivée de l'iPhone 17R, dont on va évidemment reparler, et aussi parce que le design, c'est plutôt l'an prochain, hein, donc. Ouais, mais non, mais tu sais, je pense que pour Apple, je pense que les budgets marketing sur le R vont montrer que pour eux, ça va être l'effet waouh, quoi. Même si c'est pas. Tu parles de celui dont Mark Gurman adorera ne pas acheter. C'est ça, celui-là. Ouais, c'est ça. Et puis c'est impatient de ne pas acheter. C'est important. Il en veut mettre en avant. Il veut pas une tartine, il veut un sandwich, mais. C'est ça. Allusion à l'iPhone pliant, évidemment, mon cher Gilles. Alors, on va passer sur ce logo avec toujours des indices, mais t'as raison, Ellie, on a tendance à en chercher, parfois il y en a pas. en tout cas, on se trompe. Alors, on va démarrer par la gamme iPhone 17. Votre sentiment global quand même sur cette nouvelle gamme qui arrive donc, qui va être officialisée la semaine prochaine. Est-ce qu'elle vous intéresse? Est-ce qu'elle vous excite? C'est pas sexuel, hein, mais est-ce qu'elle vous fait envie, en tout cas sur le papier, telle qu'on la connaît, en fonction de ce qu'on en sait, de ce qu'on croit en savoir? François, je te vois faire non de la tête. J'allais être très très vulgaire, mais c'est un peu l'iPhone dont tout le monde se fout, je crois. Parce que concrètement, tout le monde parle des iPhone Air, des iPhone Pro, mais l'iPhone normal, moi je trouve que. Alors je parlais de la gamme, hein. Je parlais de la gamme. Oui. Ah, la gamme au global. Ah, ok. Ouais. Ah, bah. Gamme au global. Chose. Ah. Attends, bon. J'essaye de m'auto-persuader que je vais pas l'acheter cette année, alors. C'est dur. Tu changes tous les ans? Tu changes tous les ans, Ellie? Ouais. Jusqu'à maintenant, oui. Depuis le premier iPhone. Ouais. Mais la différence, c'est qu'avant, c'était mon boulot, donc j'étais obligé. Là, c'est ma première année de retraité. Où ça vient de ma poche. François, je reviens à toi parce que tu étais pas du tout excité par l'iPhone 17, j'ai compris. Est-ce que le R ou les Pro te feraient davantage de l'œil? Alors moi, contrairement à Mark Gurman, moi il me fait le R, s'il correspond à ce qu'on a pu voir, me fait envie pour le côté finesse en fait, tout bêtement, parce que j'aime bien les iPhones qui ont des grands écrans.
parce que c'est vrai que c'est quand même super pratique et agréable. Mais c'est vrai que je trouve que l'iPhone, là, je suis au 15 Pro Max. Donc, vous voyez, j'ai fait 2 ans avec ce téléphone-là. Ouh, bravo, j'aimerais que tout le monde m'applaudisse. Oui. Merci, Benjamin. Mais c'est vrai que du coup, le côté finesse me botte bien. Et puis, voilà, un truc plus léger. Et puis, voilà, un peu de nouveauté, parce que c'est vrai que j'ai un peu le sentiment que le gros gap, c'est vraiment pour l'année prochaine et dans 2 ans. Et ça correspond à ce que Mark Gurman a dit. Si on a envie d'une nouveauté, je pense que les gens qui auront vraiment envie de nouveauté s'orienteront vers le R, justement pour ça, pour le côté finesse, parce que les gens qui sont plutôt friands du modèle Pro, à mon avis, seront peut-être tentés d'attendre l'année prochaine pour le fameux iPhone pliable dédicace à Fabrice. Ouais, ça je sais pas. Je sais pas si, par exemple, je pense à tous ceux qui font de la vidéo avec leur iPhone. Est-ce qu'ils vont vraiment vouloir du modèle pliant l'année prochaine? À part ce public-là, oui. Ouais. Non, il y a un autre public, hein. C'est celui qui ne peut pas se payer un téléphone à 2000 et quelques euros, parce que le folding ne va pas être au prix d'un iPhone, mais au prix de 2, hein. C'est presque. C'est vrai. Mais l'iPhone Air va pas être donné non plus, hein, parce qu'on parle Mark Gurman donnait un tarif entre 900 et $1000, donc qui serait à 1100 ou 100 euros en France. TTC. Ouais, François? Non, je disais, il risque d'être un tout petit peu plus cher que l'équivalent, enfin que son prédécesseur, l'iPhone 16 Plus, même si au final c'est pas vraiment le remplaçant, mais disons que dans la gamme, il bouche le trou laissé par la disparition de cet iPhone-là. Mais ouais, non, et puis c'est voilà le côté finesse, légèreté, nouveauté. Moi, ma seule grosse crainte, c'est la batterie, parce que je trouve que d'après ce qu'on a entendu, c'était quand même pas le truc le plus rassurant. De se dire déjà je trouve que de temps en temps moi avec mon iPhone ça a tendance à des fois pas suffire malgré le fait que ce soit un Pro Max. Du coup c'est un peu ma crainte, et l'usage vraiment des trois objectifs sur les iPhones. Je me pose vraiment la question, et ce sera intéressant j'ai pas trouvé d'études, si vous en avez, n'hésitez pas à me l'envoyer, sur l'utilisation qu'en font vraiment la plupart des gens. Parce qu'autant des photographes ou des vidéastes, oui, est-ce que le commun des mortels a vraiment pris le réflexe d'utiliser ces trois objectifs ou pas? Moi, j'ai plutôt tendance à me trimballer avec un appareil photo. Donc, c'est aussi pour ça, je me dis finalement, les 3 objectifs, j'ai un appareil photo aussi, donc j'en ai peut-être un peu moins l'usage. Mais je dois être un cas un peu particulier, je pense. Bon, alors, on va commencer par ce tout nouveau modèle, hein, l'iPhone 17R. Tu l'as dit, qui va remplacer dans la gamme l'iPhone 16 Plus, qui va donc disparaître, hein, rejoindre l'iPhone mini au cimetière des iPhones. Alors, pour ce modèle, Apple va tout miser sur la finesse. Je suis étonné en fait que tu sois à ce point attiré par ces 2 et quelques millimètres de moins, parce que on parle d'une épaisseur de 5,5 millimètres, sachant, si je ne me trompe pas, que l'iPhone le plus fin à ce jour, c'était l'iPhone 16 avec ses 7,8 mm, donc on aurait 2,3 mm de moins sur l'iPhone 17R, dans sa partie la plus fine évidemment, parce que si on regarde l'endroit où sont les capteurs photo, évidemment c'est plus épais. C'est donc le reste du corps de l'iPhone qui va être 2,3 mm plus fin que l'iPhone 16. Pour toi, Elie, est-ce que ça va valoir à la fois le supplément de prix et les compromis sur l'autonomie et les caractéristiques, les qualités des capteurs photo-vidéo notamment? Alors, pour un technophile, non. Je pense que la plupart des gens qui aiment la technologie vont directement aller au Pro. Nous, c'est à peu près ce qu'on essaye de faire à chaque fois. Mais j'avoue que la finesse de l'appareil, je connais des tas de gens qui vont l'acheter parce qu'il est très fin, parce qu'ils vont dire mais moi je m'en fiche d'avoir 3 objectifs, les photos qu'on prend déjà sont assez belles, j'ai pas besoin de plus, l'autonomie un peu moins, mais quand même ça va me suffire largement. Moi ce que je veux c'est un téléphone qui soit super fin avec un grand écran. Les 2 arguments de François sont parfaitement valables pour une partie des gens, hein, encore une fois, qui eux vont y aller direct, mais ce ne sera pas la majorité. Gilles, quel est ton sentiment sur cet iPhone 17R dont on croit savoir beaucoup de choses? Ce sera confirmé dans une semaine pile, mais est-ce que toi tu craquerais pour un iPhone super fin comme celui-là? Non, moi j'irais plutôt vers des critères plus
photogénique. Je suis désolé, plutôt je suis ravi que François soit déconstruit à ce point, parce que pour moi, le R est plutôt s'adresse plutôt à un public féminin, où tout ce qui est un peu fin, un peu léger, un peu design, c'est mais c'est le côté féminin de François, regarde. Il assume. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il était déconstruit, que j'étais ravi. Donc, pour moi, c'est typiquement à ce public-là qu'il s'adresse. On va voir comment Apple va le marketer, mais je pense que ça devrait faire un carton auprès de la clientèle féminine, ou des hipsters, ou du triangle parisien, 7e, 5e, etc. Faut toujours avoir le... Bon, je pense que Apple a un peu plus d'ambition que juste 3 arrondissements parisiens, mais sont eux qui font le buzz, tu sais. 17, oui, sans doute. Mark Gurman nous disait la semaine dernière que le public de cet iPhone ultra slim, en fait, ce serait probablement notamment les pays d'Asie et la Chine. Il lui prédit sans doute un assez beau succès en Chine. Alors, qui dit iPhone hyper fin dit aussi iPhone plus léger. A priori, on serait sur un poids de 145 grammes, ce qui veut dire que cet iPhone 17R serait à peine plus lourd que l'iPhone 13 mini. Vous vous souvenez que le mini c'était un petit volume. Oui. Donc on serait sur un poids équivalent. Le même quoi? Ben François lève le doigt, il était très client de l'iPhone mini. C'est vrai. Je l'avais eu dans les mains et je l'ai gardé presque 1 an, je crois. Et pour rebondir, c'est ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, et tu m'y fais bien de le dire. Moi, c'est le côté poids aussi, parce qu'en fait, c'est vrai que les iPhones, je suis beaucoup en déplacement, donc beaucoup avec l'iPhone dans la main, que ce soit au resto ou autre. Et c'est vrai que ça m'arrive des fois d'avoir mal, c'est très con, mal au petit doigt, parce qu'en fait, l'iPhone, tu le retiens aussi avec le petit doigt. Et mine de la légèreté, ça compte aussi. On va tous avoir des maladies au niveau des mains, je vous rappelle, à cause de nos téléphones et compagnie. Hein, donc, je trouve que c'est pas déconnant non plus. Ouais. Tiens, un truc intéressant dans le chat, Fred Toustef nous dit qu'il attend un iPhone orange depuis des années. Il faudrait qu'il nous explique. Un iPhone orange? Quelle idée? C'est son truc. Ah mais oui, on a le droit. Couleurs. On a le droit d'avoir un iPhone orange. Phoenix Revenge, qui est aussi avec nous et que je salue, a un petit peu de nostalgie de l'iPhone mini. Il nous dit: j'ai regretté d'avoir vendu le 13 mini. Il l'a vendu. Tu peux peut-être recontacter ton acheteur, il va peut-être te le revendre à un bon prix. Parfois ça. Il y a déjà beaucoup de messages dans le chat. J'ai du mal à tous les passer. J'essaie quand même de garder un œil évidemment dessus. Je vois que le dernier, c'est un message de Jean-David que je salue, qui nous dit: pour ma part, ce serait logique de moins restreindre le modèle Pro s'il y a un modèle R très fin. Ça veut dire que tu prendrais les deux, peut-être, moins restreint. Non, je pense qu'il veut dire qu'au contraire, il faut que l'iPhone Pro soit très lourd avec beaucoup de batterie pour faire plaisir aux pros. Tu sais, les pare-pas Android qu'on voit là, tu sais, les trucs qui te permettent de taper des clous avec. Ouais, c'est ça. Bon, on n'a pas parlé de l'écran, mais on serait sur un écran de 6,6 pouces. On retrouverait le même type d'écran, la même techno que sur les iPhone 16 Pro, à savoir des panneaux OLED LTPO de chez Samsung. Voilà, avec une luminosité un peu meilleure que sur l'iPhone 16 standard. On serait sur du ProMotion 120 Hz. Ouais, pas mal. Donc ça, c'est une caractéristique quand même qui est non négligeable, qui aurait peut-être manqué à certains. On ne sait pas si l'iPhone 17R bénéficiera de ce qu'on appelle l'Always On Display, qui permet de toujours avoir un affichage même quand l'iPhone est en veille. Par exemple, l'heure, ça évite d'avoir à la rallumer pour voir l'heure. Et c'est à peu près tout, je crois. On a parlé du prix. La puce, ce serait soit un A19, donc la nouvelle gamme de processeurs, soit un A19 Pro avec moins de GPU que sur l'iPhone 17 Pro.
grosso modo, ce sera quand même un modèle un peu sous-équipé forcément. Il a bien fallu qu'Apple gratte sur certaines caractéristiques pour le rendre d'abord plus fin, et puis pour justifier aussi l'intérêt de choisir un Pro ou un Pro Max plutôt qu'un modèle R. On a parlé de l'estimation de prix. On est sur une batterie a priori d'environ 2800 mAh. Et on pourra charger son iPhone 17R si c'est confirmé par induction, donc avec la norme Qi 2.2 et j'imagine aussi du MagSafe, hein, donc les chargeurs magnétiques de chez Apple. Voilà, moi je sais pas trop quoi penser de ce 17R. Je suis pas particulièrement excité par le côté ultra fin. J'ai jamais trouvé que les iPhones étaient très épais, donc je trouve que c'est beaucoup de précautions et beaucoup de bruit pour pas grand chose. J'ai davantage envie de savoir ce que les modèles Pro et Pro Max vont apporter de mieux, parce qu'on peut se dire que là, pour le coup, c'est vraiment l'état de l'art de ce qu'Apple peut faire à un instant T. Je vois que François, tu fais gentiment oui de la tête, hein. On est peut-être plus client quand même, en tout cas dans notre vie professionnelle de ces modèles-là. Quand même, un dernier mot à propos de cet iPhone 17R dont on attend l'officialisation la semaine prochaine. Ça pourrait être le modèle par lequel arriverait quand même en Europe une nouveauté que les Américains ont adoptée déjà depuis plusieurs générations, c'est la disparition du tiroir de la carte SIM. Oui. Alors, la question c'est, est-ce que l'iPhone 17R sera le seul à ne fonctionner qu'avec une eSIM, ou est-ce qu'Apple va choisir de passer à la eSIM sur toute la gamme, et donc de proposer aussi en Europe des iPhones sans tiroir pour carte SIM? On a cru comprendre, Ellie, ces derniers jours, que les formations étaient en cours chez Apple en Europe pour que les vendeurs des Apple Store sachent quoi répondre aux clients à partir de la mi-septembre. J'en ai entendu parler, pour l'instant en tout cas pas dans le réseau des revendeurs, d'après ce que je sais, mais au niveau des Apple Store, certainement. Mais tu sais que bon, les Apple Store, c'est à l'intérieur d'Apple, donc ils peuvent se dire des choses sans trop de donner de secrets quand même, parce que même eux ne savent pas grand-chose. Mais dès que tu sors du réseau, en fait, on aura l'information le lendemain de la keynote, avec un cours supplémentaire à suivre pour avoir le bon dialogue auprès des clients. C'est pour ça qu'il y a ce délai de 10 jours. Pendant ce délai de 10 jours, toutes les personnes qui vendent ou qui vont vendre de l'iPhone, quel que soit leur réseau, hein, ça peut être aussi la Fnac et les autres magasins de retail, mais aussi les APR, etc. Tous les vendeurs doivent avoir suivi une formation obligatoire avec le bon discours pour qu'ils puissent participer au lancement. C'est vraiment, et les noms sont un par un relevés, hein, c'est-à-dire qu'ils se font relancer magasin par magasin en disant mais Martin n'a pas suivi la formation, nous les 24 heures, ils appellent les patrons, etc. Et c'est vraiment une pression de la mort, parce qu'il faut que le jour où ça sort, tout le monde ait le même et le bon discours. C'est comme ça. Ouais. François, Gilles, votre sentiment sur presque d'un point de vue culturel sur la possibilité qu'on passe à la eSIM en France et en Europe. On est quand même encore très habitué à avoir une carte SIM physique dans son téléphone, hein. Non ? Oui, mais je pense que en fait Apple a déjà préparé le terrain depuis. Je sais même plus depuis quand on a la possibilité de mettre une eSIM. Depuis quand il y a la double SIM sur l'iPhone. En plus. Ouais. Donc je pense qu'honnêtement les gens sont habitués. Il y avait une question dans le chat de Didier qui mettait quand c'est eSIM only, c'est quand même multi-SIM. Oui, je confirme, hein, on peut mettre 2 eSIM en fait dans le téléphone, et heureusement, parce que c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Chine et compagnie depuis très longtemps. Donc il y a pas de problème de ce côté-là. Moi, non, on peut même en avoir plusieurs dans la mémoire du téléphone. Il y a que 2 qui s'activent, mais on peut en avoir toute une liste et les activer au fur et à mesure suivant les besoins. Si vous voulez une ligne pour votre amante, une ligne pour votre maîtresse, une ligne pour votre femme, etc., vous pouvez les désactiver comme vous voulez. Mais oui, non, plus sérieusement,
je pense que c'est je vais reprendre une vieille analogie, mode vieux con activé. C'est un peu comme l'USB, quoi. À l'époque, Apple a enlevé l'USB normal, l'USB A, et tout le monde a râlé. Mais au final, tout le monde s'y est fait. Donc je pense que si le mécanisme n'est pas forcé, il y aura toujours des gens qui utiliseront des SIM classiques. Je pense que d'un point de vue étanchéité, d'un point de vue finesse, la techno, elle est prête, elle est fonctionnelle. Tous les opérateurs le proposent maintenant. Donc il n'y a pas de raison de pas y passer. C'est une bonne question que posait Didier, parce que effectivement, je pensais qu'on ne pouvait avoir deux lignes que si on avait une ligne sur une carte SIM physique et la deuxième ligne sur une eSIM. Je crois qu'il y a même eu en Chine des iPhones avec deux tiroirs. Deux tiroirs, c'est vrai. Deux cartes SIM, hein, je crois. Je confirme. Donc moi je trouve ça c'est une très bonne nouvelle si on peut avoir au moins deux eSIM, parce que j'ai testé un service de eSIM pour du roaming cet été, et c'est vrai que c'est super pratique, et on économise beaucoup d'argent en passant par des opérateurs virtuels comme ça, donc c'est vraiment très pratique. Merci Didier pour ta question. Juste une petite parenthèse, si vous nous suivez sur X, effectivement, les commentaires sur X ne remontent pas dans notre plateforme, contrairement à ceux que vous pouvez laisser sur YouTube. Donc ne vous étonnez pas si on ne peut pas les afficher à l'antenne. En revanche, peut-être qu'on peut se débrouiller sur un... Normalement, il y a toujours un de nous qui suit X pour voir les commentaires quand même. Alors moi c'est pas mon cas, parce que mon iPhone est mobilisé comme caméra, donc je peux pas suivre X, mais si l'un de vous peut avoir un œil dessus comme ça et ne pas louper des messages, ce serait super pour nos amis. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'iPhone 17R, en tout cas des rumeurs, parce que tout ça ne sont que des rumeurs. Officiellement, il n'existe pas chez Apple. On sait qu'il sera dispo a priori dans 5 couleurs, si je ne m'abuse. Alors je vais essayer de les retrouver pour ceux qui veulent déjà se préparer psychologiquement. Voilà, il y aura donc du noir, du blanc, du light gold, donc du doré clair, un bleu ciel qui serait semblable à celui du MacBook Air. Si vous voyez ce que je veux dire, donc oui, 4 couleurs, hein, 4 couleurs et pas 5. Air et iPad mini qui ont un bleu aussi, qui est très joli, c'est ce que j'ai sur mon iPad. Le fameux bleu ciel. Alors on va passer aux deux gros modèles, hein, les iPhone 17 Pro et Pro Max. Bon, on va tout de suite régler la question des couleurs, puisqu'on a parlé du orange tout à l'heure. Oui, ce serait la nouvelle couleur des iPhone 17 Pro et Pro Max orange, mais aussi en bleu foncé, en noir, en blanc et en gris. Voilà, on serait donc sur ces 5 couleurs. Alors, on imagine que notre opérateur national va proposer massivement des iPhones orange. Ce serait effectivement chouette pour un opérateur qui s'appelle Orange d'avoir des iPhones orange. Je suis d'accord avec toi. Bon, en termes de design, pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers mois, il y a quand même un changement majeur, n'est-ce pas François ? Si on retourne l'iPhone du côté des capteurs photo-vidéo, on va cesser d'avoir des iPhones bancals. Oui, on va avoir des iPhone Pixel. C'est désolé. Non, c'est au lieu d'avoir les petits ronds classiques avec le bloc, on va dire qui est carré arrondi, on va dire ça comme ça. Ça ferait carrément toute la longueur en fait de l'iPhone, enfin toute la largeur de l'iPhone pour être très précis d'ailleurs. Ce qui permettrait en fait de le stabiliser sur la table. Alors esthétiquement, c'est un autre débat, je pense qu'on va l'avoir assez rapidement. Moi perso, je trouve pas ça très esthétique, mais d'un point de vue pratique, c'est pratique. Donc voilà, je pense que Apple y passe aussi pour cette raison-là. Ouais. Et puis peut-être que ce sera, je pense que comme tout le reste, on va s'y faire en fait. Alors le matériau qui sert à fabriquer le corps de ces nouveaux iPhone 17 Pro et Pro Max, c'est plus du titane. Non. Retour à l'aluminium, a priori. Eh oui, bizarre. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Je sais pas, ils nous ont tellement vendu le titane comme produit haut de gamme par rapport à l'allure réservée aux iPhones d'entrée de gamme, que maintenant ils nous disent « Ah non, mais les pros, ils sont en aluminium. Par contre, peut-être qu'on va mettre le titane dans les entrées de gamme. » Non, ça, j'y crois pas. Non, mais c'est bizarre. Sortir une nouvelle matière
l'aluminium brossé, titanium, tu sais, avec des noms bien pompeux comme les écrans liquides Retina. Oui, un écran haute définition, quoi. Non, mais là, on a le peut-être pour des raisons on peut pas trop liquider, hein, ça, sinon ça va plus. Ouais. C'est peut-être pour des raisons de recyclabilité. Ils ont dû trouver que l'aluminium avait un bilan carbone ou une recyclabilité plus favorable. Il y aura une explication. On leur fait confiance, oui. Alors, on va entrer dans les spécifications, les caractéristiques probables de ces nouveaux iPhone 17 Pro et Pro Max. On va évidemment avoir droit à un changement de génération de processeur. Ils vont passer au A19 Pro avec, on l'imagine, plus de cœur, plus de GPU, un Neural Engine amélioré. Point a priori très important, notamment pour Apple Intelligence, c'est le passage de la quantité de RAM de 8 à 12 gigas. Hein, on était déjà passé à 8 il y a 2 ans. Et puis, vous l'avez évoqué tout à l'heure, un tout nouveau système de refroidissement qu'on trouve déjà sur les Samsung Galaxy S25. Est-ce que l'un de vous a compris le principe de ces chambres de vapeur? Alors, je sais pas si je traduis bien, je vais me faire taper sur les doigts par Fabrice, mais les vapor chambers. Oui. Est-ce que vous avez compris le principe? Non, à part pour envoyer des signaux de fumée en cas de coupure de réseau, je vois pas bien. C'est une partie extérieure qui est plus respirante avec des trous qui permet de faire un peu comme une coque de sous-marin. J'avais utilisé l'image dans un numéro précédent qui permet de favoriser les échanges thermiques et à la limite utiliser l'humidité de l'air pour la faire évaporer, un peu comme les poronnes, les cruches en terre. Ou j'ai une autre image et je l'ai oublié, où les surfaces en bois qu'on met maintenant sur des immeubles ou des maisons pour favoriser à la fois la respiration et l'étanchéité thermique. C'est peut-être un dispositif de cet ordre-là, mais encore une fois, tant qu'on n'aura pas les iPhones en main ou la présentation d'Apple au moins dans un premier temps, on est perdu en conjecture. Alors, d'après les explications de l'un des leakers les plus fiables, hein, le fameux Majin Buu, en fait, il s'agirait, si j'ai bien compris, d'une structure en cuivre avec une succession de couches avec des trous. Cette feuille, si on peut le dire, contiendrait un liquide qui, au-delà d'une certaine température, s'évapore. Alors je suis pas sûr de. Ben, je sais pas. Il y a des trous a priori dans le. Je sais pas. Fumé. Tu vois bien qu'ils ont remis la coque de l'iPhone 5C. C'est nous a ça. Ouais. En tout cas, l'idée et l'objectif, c'est d'éviter des points chauds dans l'iPhone au moment où il est sollicité, et pour éviter que justement l'élévation de la température ne nuise aux performances, et donc permettre de pouvoir profiter de la pleine puissance du téléphone sans que justement une température excessive vienne enrayer son fonctionnement. Je suis sûr qu'on aura des explications techniques beaucoup plus claires quand sera venue l'heure de la keynote la semaine prochaine. Et non, mais il faudra faire plein de liquide de refroidissement de temps en temps. C'est ça. Didier demande s'il va y avoir un réservoir pour le liquide. Mais oui, c'est pour ça. En fait, je crois que c'est un peu l'idée, mais à une toute petite échelle, voilà. Si j'ai bien compris. Alors il y a sans doute aussi effectivement une circulation d'air, mais c'est ce qu'on appelait le refroidissement par convection, non et ça a été utilisé dans plein de produits Apple, des portables, des Mac Mini.
sur lesquels il n'y avait pas de ventilateur. Mais tu imagines comme ils nous ont vendu à l'époque la chiffonnette à 25 €. La remplissette, ils vont nous la vendre à un prix fou, hein, pour une toute petite, pour pouvoir remplir dans un tout petit trou. Ça, ils vont la vendre 50 on va rien remplir. Il faut revenir. Non, on va pas faire ça. On va rien remplir. Non, ça c'est sûr que non. Et pour revenir sur le passage du Titane à l'Alu, Jean nous rappelle que Steve Jobs avait bien réussi à nous présenter l'Alu comme un progrès après le PowerBook Titanium. C'est vrai. Bien vu Jean, c'est vrai. Non, Didier, il n'y aura pas de tout petit bouchon sur l'iPhone 17 Pro Max. Tout est possible. Il y avait une partie des titanium qui était en plastique, recouverte de peinture, et qui s'écaillait au fur et à mesure qu'on tapait avec, par exemple, une alliance ou une bague. Jean est un peu dur parce que l'aluminium était partout. À contrario. Bon, passons à la partie photo-vidéo, parce que là, ça va quand même pas mal changer. Et c'est assez excitant. Sur la caméra frontale, la caméra selfie, comme on la surnomme, mine de rien, on va passer de 12 à 24 millions de pixels. C'est un doublement de la résolution. J'avoue que pour moi, qui me sert des deux caméras quand je fais des interviews, mine de rien, ça va quand même bien améliorer la qualité de l'image, et j'ai hâte de voir le résultat. Sur le téléobjectif, là, c'est encore plus impressionnant, puisqu'on va passer de 12 à 48 mégapixels, ce qui fait que les trois capteurs, les trois optiques seront donc avec cette même résolution de 48 mégapixels. François, toi qui donne des formations axées sur la photo très régulièrement, qu'est-ce que ça change de passer de 12 à 48 mégapixels? Alors, pour essayer de faire dans le pas grand-chose ou beaucoup de choses? Alors, ça dépend si le capteur est amélioré, en fait, parce que souvent, ce qu'on dit en photographie, il n'y a pas que la taille du capteur, la résolution qui compte, il y a aussi la taille physique du capteur. Et c'est vrai que souvent, on dit que c'est pas parce qu'on fait un doublement de mégapixels, c'est juste que vous aurez plus d'informations. Mais si le capteur en lui-même garde la même taille, en fait, du coup, ce qu'on appelle les photosites, c'est les petites parties qui captent la lumière, en fait, du coup, vont être plus petits, et donc potentiellement à voir comment ce sera géré. Maintenant, j'imagine que si Apple passe à 48 mégapixels sur ce capteur-là, c'est dans l'objectif d'améliorer aussi la qualité de l'image. On le voit, maintenant, il y a des appareils photo qui ont des smartphones qui ont des capteurs un tout petit peu plus grands au niveau de la taille physique du capteur. Donc là, on parle pas de résolution, on parle bien de taille. Et c'est vrai qu'on voit un vrai gain de puissance. Donc, je pense que, voilà, à mon avis, s'ils font ça, c'est aussi dans l'idée, il y a d'autres procédés, le pixel de bumping, etc. Je pense que l'idée, c'est vraiment d'améliorer la qualité. Je suis pas sûr qu'au niveau de la taille de l'image, en impression, par exemple, en physique, on va gagner. Je pense qu'on gagnera surtout en qualité le doublement de pixels est là pour gagner en qualité et plus qu'en taille de l'image. Maintenant, c'est vrai que ça reste toujours impressionnant de voir ce que l'iPhone est capable de produire, et surtout depuis qu'on a la possibilité aussi d'enregistrer en ProRAW, parce qu'en Apple ProRAW, pour être précis. Maintenant, je maintiens quand même, désolé, ça va faire vieux con. Moi, j'apprends à utiliser des appareils photo, pas à utiliser des téléphones qui font des photos. C'est vrai que malgré tout, je trouve que la qualité d'une image issue d'un bon appareil photo, ça reste supérieur quand même. Et je dis pas ça en mode vieux con, c'est la réalité. Pour régulièrement faire des photos à l'iPhone et des photos avec un vrai appareil, je trouve quand même que malgré tout, même sur le RAW, il y a une différence en matière de développement, de possibilités de développement. Maintenant, c'est toujours bluffant de s'imaginer, voilà, 3 capteurs de 48 mégapixels dans une petite superficie comme ça. C'est vrai. Enfin, c'est magique. Et pour la plupart des gens qui n'utilisent que ça pour prendre des photos, c'est un plus, et si ça nous permet d'avoir des meilleures photos sur les réseaux sociaux, tant mieux. Ouais. Ça permet aussi de recadrer plus sauvagement, mais également de faire des tirages plus grands, puisqu'il y a un rapport d'agrandissement qui est plus important. Pour compléter ce qu'a dit François, plus les photosites sont petits, et moins ils ont de capacité à fonctionner efficacement en basse lumière. Et donc, il y a tout un travail de la puce derrière de traitement et de l'intelligence artificielle, en l'occurrence, qui va essayer de rattraper le truc. Ça va valoir le coup de regarder les tests et les fichiers.
Ellie, tu veux ajouter quelque chose? Je voulais juste dire que j'étais un peu déçu. Ayant mes deux camarades au-dessus, qui sont des spécialistes en photo et en blague, je m'attendais à une conclusion en disant que ce n'est pas la taille du capteur, mais la façon dont on s'en sert, mais on n'y a pas eu droit, donc désolé. C'est vrai ça a François, failli, mais je me suis retenu. T'as un petit coup de... Je le voyais. Bon, enfin en tout cas sur la partie photo vidéo, c'est vrai que ça va être intéressant de découvrir dans le détail justement les innovations de ces iPhone 17 Pro et Pro Max. Moi, c'est un des points que j'attends avec particulièrement d'impatience. Il y a encore trois détails qui n'en sont pas sur lesquels on peut peut-être attirer votre attention en espérant que ce soit confirmé. D'abord la couche par-dessus l'écran, la couche de protection serait à la fois davantage résistante aux rayures et aussi procurerait un niveau d'anti-reflet assez proche de ce que proposent les écrans nano-texturés des moniteurs Apple. Donc ça peut être intéressant de découvrir ce que ça va donner. La batterie sur l'iPhone 17 Pro Max serait plus importante, de plus grande et de plus grande capacité que sur le 16 Pro Max. On verra ce que ça aura comme incidence sur l'autonomie. Et puis, alors, c'est une des interrogations. C'est une fonction qu'on attend, qu'on espère un peu, dont on se dit qu'elle pourrait nous servir de temps en temps depuis des années, mais qui n'est toujours pas là. C'est la fameuse charge sans fil inversée, qui permettrait par exemple, en posant un étui de AirPods au dos de son iPhone, de transférer de l'énergie vers l'étui des AirPods si on est en rade par exemple. Ça fait aussi partie des fonctions qui pourraient enfin arriver. Je te vois réagir, François. Pour toi, ça n'a aucun intérêt ou tu n'y crois pas? Si, mais c'est le marronnier. J'ai l'impression que ça fait 2 ans que à chaque émission pré-keynote on le fait et que ça arrive toujours pas. C'est un peu le symbole. AirPower, c'est ça. Je sais plus le truc où on rechargeait tous ces périphériques là. Oui. Ouais, non, mais je trouve ça pas déconnant, surtout sur un iPhone qui a une grosse batterie, parce que on est plutôt. Enfin, moi, ça m'arrive plus souvent d'être en galère de batterie sur l'iPhone que sur les AirPods, quoi. C'est vrai que les AirPods, il y a le voyant et du coup, on sait que généralement, quand on le remet et que c'est orange, on a de quoi recharger encore un cran, mais qu'il faut anticiper, quoi. Et depuis que le boîtier est MagSafe, honnêtement, ça m'arrive très rarement d'être en galère de batterie sur les AirPods. Mais après tout, ne serait-ce que pour filer de la batterie à un autre iPhone qui aurait plus de batterie, c'est pas complètement déconnant. Bon, il reste la question du prix. Et là aussi, on en a parlé la semaine dernière avec Mark Gurman. Je vous renvoie évidemment vers cet épisode de 243 et cette interview exceptionnelle qu'il nous a accordée. Les États-Unis, vous le savez, ont augmenté leurs droits de douane, donc assez logiquement, les tarifs vont augmenter là-bas. Gurman pense que ce sera limité à maximum $200 pour les modèles les plus chers, donc on peut s'attendre à ce que l'iPhone 17 Pro Max coûte jusqu'à $200 de plus aux États-Unis. Est-ce que cette hausse sera répercutée ailleurs dans le monde? Est-ce qu'il y aura une forme d'égalité, de lissage exactement dans les autres pays? C'est une question à laquelle personne n'a la réponse. Je crois que il y a quelques instants, JP Morgan, donc cabinet d'audit d'analyse bien connu, a aussi misé sur une hausse modérée des nouveaux iPhones, en tout cas aux États-Unis. Voilà, on est à 1479 € en France, prix de départ pour un 16 Pro Max. Ellie, est-ce que tu vois les prix augmenter aussi chez nous? Oui, mais de $200, ça m'étonnerait. Et d'ailleurs, même aux États-Unis, si tu prends, Mark Gurman, évidemment. Ça te semble trop ou pas assez par rapport à ce qui va arriver? Non, ça semble trop, parce que si tu regardes MacRumors, qui est aussi un site connu et qui généralement se trompe pas trop sur les infos, eux, ils disent qu'il pourrait y avoir une augmentation de $50 maximum. Donc $50, ça resterait dans le raisonnable. Est-ce qu'Apple va réduire ses marges comme, je pense, oui, c'est l'espère Didier dans le chat, hein? Quand ils veulent, ils savent le faire. Ils l'ont fait pour Apple a un truc qui s'appelle des actionnaires. Les actionnaires, quand ils entendent baisser les marges, généralement, c'est au secours. Donc, non. Et quand Apple le veut, ils le font
par exemple, quand il s'est agi du passage vers la 5G et qu'on savait qu'on les attendait au tournant et que ils avaient un rôle à jouer, ils ont su baisser les marges. C'était un peu, on a un peu polémiqué avec Fabrice à ce niveau-là. Au niveau de l'iPhone 12, au moment de la sortie de l'iPhone 12, les marges avaient été réduites. On avait fait un calcul assez précis. Je voudrais quand même dire que si jamais Apple sortait un modèle Orange Pumpkin et qu'il supprimait les potirons, comme disait François, je serais assez déçu. Tant qu'on est sur ces iPhones, avant de passer aux autres annonces potentielles de mardi prochain, quand même un mot pour rester sur le design du dos de ces iPhones, de cette fameuse surface potentielle qui a un côté un peu dépoli sur laquelle le logo Apple aurait été baissé par rapport à la gamme précédente, et puis aux premières photos d'étui qu'on a vu apparaître, où on retrouve aussi une surface blanche, dans le cas des étuis transparents. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est à votre goût, les amis? De toute façon, on la met dans un étui. Alors François dit de toute façon, on le met dans un étui. Oui. Certes. Est-ce que tu le mettrais dans cet étui-là? Mais des fois, on peut même mettre une coque transparente. Hein. Ce n'est pas exclu. Et justement, elle n'est plus totalement transparente puisque au niveau du logo, il y a ce pavé là rectangulaire ce pavé carré au coin arrondi. Voilà. Auquel on s'attendait pas. Ouais, c'est étrange. Après, ça va faire de la nouveauté. Ils changent le design. Il y a le nouveau bloc rectangulaire. Pourquoi pas, après tout. Mais ouais. Est-ce que c'est pour différencier la gamme et pour qu'on montre qu'on a le dernier iPhone? Bah non, il suffira d'acheter le orange. C'est vrai. Alors, les accessoires, justement, les accessoires évoluent après l'échec, le fiasco du fine woven. Vous vous souvenez, hein? Oui. Ce matériau censé égaler le cuir, hein, qui partait en lambeaux au bout de quelques semaines. Je sais pas si vous l'avez expérimenté. Apple reviendrait avec une nouvelle matière miracle baptisée le Tech Woven. Le Shashlik mercérisé, comme disait Pierre Dac. Non, ça ils l'ont déjà fait, si je me rappelle bien, dans les bracelets d'Apple Watch et le Woven, et c'est moche. Donc voilà. Voilà, t'as qu'à répondre pas. Non, mais il pourrait s'inspirer des constructeurs automobiles allemands quand ils ont quasiment plus le droit de faire du cuir. Ils font du simili-cuir. C'est très bon et c'est très beau et c'est comme du cuir, mais c'est pas du cuir. Donc ils ont qu'à leur demander. Ok. Ils savent. Alors que dire de cet accessoire, alors pour le coup qui serait vraiment totalement nouveau, inédit, hein, que Majin Buu a révélé, qui s'appellerait en anglais le crossbody strap, une sorte de lanière qui permettrait de mettre son iPhone en bandoulière, mais j'imagine comme ça de travers. On le passerait par le bras, puis on l'aurait sur l'épaule avec une lanière. Alors j'ai l'impression en sorte de cuir, mais c'est peut-être aussi du Tech Woven. Et au bout de cette lanière, il y aurait donc des aimants, si j'ai bien compris, ou des trous qui permettraient de fixer les nouveaux étuis Apple avec l'iPhone 17 dedans. Ben c'est une réponse en fait à une réalité qu'on voit tous les jours dans la rue. Principalement, les femmes portent des iPhones autour du cou. Mais autour du cou, c'est arrachable. S'il est en bandoulière, on peut l'utiliser de la même façon, mais c'est beaucoup plus difficile à arracher. Ouais, mais là pour montrer qu'on a un iPhone, il y a pas mieux. Hein. Mais on en voit tous les jours dans la rue, hein. Plein de monde qui le porte vraiment autour du cou, et l'iPhone à l'envers d'ailleurs, puisqu'il pendouille vers le bas, le pauvre. Et comme ça, elles peuvent le prendre et elles le laissent tomber. Mais au moins sur un lasso pour assommer les gens. Ouais. Mais au moins quand c'est sur une sorte de collier autour du cou, on peut pas l'arracher. Alors que si c'est une attache magnétique au bout de cette sangle. Non.
Moi, j'ai vu mais des trous. c'est ce que dit Majin Buu. Ce serait magnétique. L'étui Magnétique, serait ça serait un gros danger. magnétiquement à cette lanière transversale. Oui, alors là, il a déconseillé complètement. Hein. Si c'est sur le côté, c'est beaucoup plus facilement arrachable que si tu le portes sur le torse. Bah, je suis d'accord. C'est pas grave, on a activé localiser mon iPhone. Hein? Je dis, c'est pas grave, on a activé localiser mon iPhone, donc au pire, vous retrouvez le voleur. T'as raison. Non. Mais au moins, tu peux savoir. T'as déjà essayé de rattraper quelqu'un qui t'avait volé ton portefeuille avec un AirTag dedans, mais parce que moi, ça m'est arrivé, j'ai passé une nuit. En fait, t'as toujours 5 minutes de retard sur la position de ton portefeuille, donc c'est impossible. J'ai traversé Paris pour essayer de retrouver le voleur de mon portefeuille. Et il était toujours 5 minutes devant moi, donc à chaque fois j'arrivais là où il était 5 minutes plus tôt. Voilà. Et Apple va te dire qu'ils le font pour éviter qu'on puisse en servir pour suivre des gens et les. Bah oui. Et ils le font disent exprès. que c'est pas fait pour ce genre de situation, mais Ouais. Bon. Donc vaut mieux, dans ce cas-là, vaut mieux ne pas se faire arracher son iPhone tout court, parce que jamais tu le retrouveras sinon. Tant qu'on était sur les étuis, après on va passer aux annonces potentielles évidemment de cette keynote. L'iPhone 17R va sans doute avoir droit à des étuis particuliers qui vont mettre en évidence sa très grande finesse. Et Mark Gurman nous indique sur X qu'Apple pourrait faire revenir le fameux bumper, l'étui bumper de 2010 qui avait servi au moment de l'Antenna Gate sur l'iPhone 4. Vous vous souvenez, hein, ces étuis que Apple nous avait offerts. Oui. C'était bien la première fois et dernière. Hein, ces étuis qui faisaient juste le tour de l'iPhone 4. Hein. C'était juste une sorte de coque en gomme. Moi, j'aimais beaucoup l'iPhone 4 et l'étui bumper. J'étais fan. Oui. Et vous? Il sait pas très bien. Oui. L'étui, ouais. Bah, il prenait tout, hein. Il prenait la poussière, tout ça, mais l'ensemble était assez chouette. Oui. Et puis, il est aussi question d'une nouvelle version de l'étui Smart avec une batterie intégrée. Pour l'iPhone 17R et peut-être aussi pour les autres modèles de la gamme 17, ça c'est loin d'être sûr. Faudra attendre la semaine prochaine, mardi 9 septembre, pour en avoir la confirmation. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour des rumeurs à propos des iPhone 17, les amis? Oui. Oui. On est bien. Personne. Il y aura toujours une surprise la semaine prochaine, mais oui. Bon. Personne ne fait plein en tout cas pour l'instant. Personne n'a compris ma blague. À laquelle, Gilles? Ben sur l'iPhone orange. Ben si. Ben personne n'a compris. À moins qu'il y avait une blague dans la blague, mais l'iPhone orange c'est orange. Non, l'iPhone orange c'est Pumpkin. Il était François parlait de potiron, donc il supprime le potiron sur un iPhone orange citrouille, ça va être compliqué, quoi. D'accord. Oh là. Ok. Bon, écoute, alors, je confirme qu'on passe à la suite. Avant de nous arrêter sur les nouvelles Apple Watch, futures potentielles nouvelles Apple Watch, on va quand même dire un mot de ce qui est très probable, c'est l'annonce de la 3e génération des AirPods Pro. Moi, je les attends avec pas mal d'impatience. Moi aussi. Je les utilise beaucoup, j'en perds beaucoup aussi, du coup j'en rachète beaucoup. C'est une catastrophe. Voilà, là par exemple, je n'ai qu'un seul écouteur parce que j'ai perdu l'autre, mais c'est pas grave. Avec un seul, ça marche encore. Donc j'attends fébrilement la semaine prochaine. Élie, François, je me doute que vous êtes aux aguets là sur cette 3e génération. Oui. Il y a plusieurs améliorations attendues et puis il y a aussi une ou deux nouveautés qui sont quand même assez intéressantes. On va d'abord parler de santé et puis après on parlera de cette fonction de traduction simultanée qui est peut-être repoussée à une mise à jour ultérieure. Mais d'abord la santé, on va pouvoir prendre sa température en mettant ses AirPods Pro. Oui.
Oui. Dans l'oreille, on je précise. Non, mais parce qu'on ne sait jamais. Hein. On va pas y arriver aujourd'hui. François Trédic sort de ce corps. Désolé. Oui. Bon, ben, une pour le bêtisier. Voilà. Oui. Non, mais en fait, j'allais le préciser. Alors. Et voilà, donc dans l'oreille. Oui. La température dans l'oreille. Et c'est super important en plus. C'est pas tout. Et les battements cardiaques aussi. Mais oui, Sinon, voilà. Oui. Soyons sérieux. Alors quelqu'un qui fait du sport et du running, c'est extrêmement important. Voilà. C'est auriculaire. Oh putain, c'est pas possible. Didier décompose auriculaire en trois syllabes. Merci Didier de nous aider, c'est chouette. Donc non, soyons sérieux. Alors, les AirPods Pro 2, donc depuis cette deuxième génération, ont déjà des fonctions de détection de déficience auditive et de protection aussi. Tu t'en sers peut-être, François, lors des concerts. Non, de protection auditive hein, en cas oui, mais j'y ai même pas pensé, tu vois. De bruit ambiant. Voilà, bah ça peut servir. On ajouterait donc deux fonctions hyper importantes, la prise de la température et donc les mesures du rythme cardiaque au même titre que ce que fait l'Apple Watch. Oui, ça serait presque plus précis. Au niveau de l'oreille, vous avez tous entendu votre cœur battre dans vos oreilles à un moment ou à un autre. Hein. C'est tellement précis là-bas. Bah, c'est comme la température, hein. C'est très précis. Très précis. Voilà. Donc, ok. Donc, bah, ça c'est bien. Voilà. Sur la partie purement audio acoustique. Ah bon, on va être déçu quand même. Pourquoi déçu? Parce que la bonne nouvelle, c'est que il y a la nouvelle puce H3. Donc, on passe de la H1, la H2, on l'a pas eu sur toute la gamme, à une puce H3 qui devrait améliorer la qualité audio, mais par degré au cours de différentes mises à jour de firmware, mais dans aucune d'entre elles, on parle de lossless. Donc, ça veut dire que oui, ils vont améliorer la qualité audio, mais moi, tant qu'ils me disent pas que les AirPods font du lossless, je suis déçu. Parce que depuis le temps qu'on l'attend, Apple Music fait du lossless depuis des années. Aucun des produits Apple ne permet de faire du lossless. Je parle des écouteurs, bien sûr. Aucun des écouteurs Apple ne permet de faire du lossless. Donc, le premier produit qu'il fera, ce sera les AirPods Max, Elie. J'imagine pas les AirPods, les écouteurs. Mais le problème, c'est que si soit tu le fais en filaire, et dans lequel cas, oui, forcément, les Max pourraient le faire, soit tu le fais par un nouvel algorithme, soit une évolution du Bluetooth, soit un nouvel algorithme de compression, mais qui dit compression dit justement pas lossless, parce qu'à partir du moment où tu compresses l'audio, ça ne peut pas être du lossless. Donc c'est là où on attendait Apple depuis des années, qui travaillait sur des projets qui devaient faire, qui finiront peut-être par faire, mais moi j'attendais du lossless vraiment dans cette génération-là qu'on a tellement attendu. Donc, moi, je me dis qu'à part les audiophiles, moi, je serais pas capable, je pense pas, hein, de te dire, ah oui, ça c'est, là, je suis passé en mode lossless ou pas. Je sais. Alors, ouais, les audiophiles, bien sûr, et les jeunes entendent des choses que, en tout cas, moi, je n'entends plus, à mon âge, canonique. Mais j'ai écouté de la musique lossless avec des écouteurs, donc, des casques avec un DAC, etc., etc. Il y a une différence dans ce que j'entends. C'est pas facile à expliquer, mais la même musique que je connais par cœur, je l'entends en lossless. Il y a un truc en plus, je t'assure. C'est vraiment. Hein. Je vois que Gilles est d'accord. C'est dans les différentes gradations de
de décompression où quand tu passes de 44 ou de 48 à 96 ou 96 même, et après il y a du 100 jusqu'à 192 hein, donc oui, c'est là où il faut vraiment être audiophile et avoir des oreilles de 25 ou 30 ans. C'est ça. Bon alors quand même cette puce H3 elle va théoriquement apporter une augmentation de la qualité audio et aussi une meilleure réduction active du bruit ambiant. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est important pour les AirPods Pro et pour Apple parce qu'il y a de la concurrence en face qui attend pas, notamment du côté de chez Sony avec ses XM5 et Sennheiser et Bose notamment. Donc il faut qu'Apple continue de progresser sur ce point-là. Il y a pas mal de nouveautés, de nouvelles fonctions sur lesquelles Apple serait en train de travailler, qui finiront par arriver sous la forme de mise à jour logicielle, à condition sans doute d'avoir cette troisième génération des AirPods Pro. On indiquait que la traduction en direct, elle peut encore arriver la semaine prochaine sur les AirPods Pro 3 s'ils sont annoncés. C'est pas complètement foutu, mais c'est pas a priori ils ont, cette partie a pris un peu de retard, Gilles. C'est ce qu'on a lu ces dernières heures. Oui. Oui, et c'est un peu dommage parce que je crois que la concurrence là aussi s'organise et il me semble que soit un Chinois, soit un Japonais pour ne pas soit un Coréen pour ne pas le nommer est en train de présenter des choses de cet ordre-là. Donc ça serait dommage. C'est Apple qui est en avance sur tout ce qui est intelligence artificielle appliquée, qu'il laisse passer les autres encore une fois devant, à moins que ça soit pour expliquer que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Non, mais je crois que Tim Cook a gardé la traduction en live pour les lunettes et donc on la verra pas avant 2 ou 3 ans. Non, je pense qu'effectivement elle arrivera en premier sur les AirPods Pro, mais il est aussi question dans une mise à jour, alors sans doute l'année prochaine, et avec la génération suivante, Mark Gurman les évoquait la semaine dernière de ces AirPods avec caméra. Et tu te demandais à quoi ça pouvait servir, Ellie, tu te souviens? C'est vrai. Il a répondu quand même. Il a répondu. Alors, pas vraiment. En fait, le temps était compté. Si, il a dit pour l'IA. Ouais, alors pour l'IA, mais a priori, il y aura un premier usage qui serait en fait d'augmenter le contrôle de tout ce qui concerne le son, les AirPods, la musique, les appels, etc., avec des gestes qu'on ferait devant soi. Et donc les caméras capteraient les gestes, les mouvements des mains et permettraient comme ça de piloter sa musique, ses appels, un peu comme si on avait un Vision Pro, sauf qu'on n'a pas de Vision Pro, quoi, en gros. Je prévois donc un flop total. Je prévois un flop total dans les pays latins. Maquet. Non. Dans un deuxième temps, en tout cas, l'autre partie de la recherche porterait sur tout ce qui concerne l'IA. Et j'imagine les caméras pourraient faire de la reconnaissance de ce qu'on a devant nous, etc. Voilà, c'est les deux pistes. Et puisque tu l'évoquais la semaine dernière, Ellie, je voulais en parler avec toi. On va terminer sur ces AirPods Pro 3. Tout ça demande à être confirmé la semaine prochaine, évidemment. En disant un mot de l'étui qui va évoluer avec pas mal de changements. Le design va changer sans doute. Le nouvel étui sera plus petit. Le bouton à l'arrière va disparaître. Oui, l'appairage. Vous avez vu la même chose. Vous avez lu les mêmes infos que moi. Bien sûr. Et il y aura une surface tactile, il sera remplacé par une surface tactile à l'avant qui permettra de lancer l'appairage. Ou même l'appairage, je crois, sera automatique avec un de ces appareils type iPhone, Mac, etc. Oui, et les gens attendent beaucoup de cette surface tactile en disant est-ce qu'on pourra faire du play, est-ce qu'on pourra faire du fast forward ou du rewind en utilisant cette surface et un petit geste. Voilà. Pourquoi pas? Ça serait bien en tout cas. Rappelez-vous qu'on avait même parlé d'un étui qui afficherait des choses à un moment donné. Mais bon, là, c'est un peu de la science-fiction avec un petit écran. Donc ça, ce sera pas pour tout de suite.
On va finir par les Apple Watch dans un instant, mais quelles sont les autres annonces que vous attendez à cette keynote? Annonce éventuelle, parce que la seule certitude, c'est la gamme iPhone 17 et les nouvelles Apple Watch. Le reste est très hypothétique. Alors, les AirPods Pro 3, c'est quasiment sûr. Hein, certain. Moi, je dis Ellie, est-ce que je t'emmène sur le terrain de l'Apple TV? Ah ben oui, parce que ça, bien sûr, parce que ça serait vraiment l'annonce qui me ferait vraiment la mâchoire. Vous verrez dans le live la semaine prochaine. Il faudra appeler une équipe de réanimation immédiatement. S'ils annoncent une nouvelle Apple TV avec du pass-through, avec des trucs comme ça, alors là, oui. Ce qui a l'air assez acquis, si une nouvelle Apple TV, c'est l'évolution de la puce, et on passerait probablement à du A17 Pro, ce qui permettrait notamment d'intégrer Apple Intelligence et le futur vrai nouveau Siri dans l'Apple TV. Est-ce que cette Apple TV aura une caméra? J'ai vu un design où en fait il parlait bien sûr beaucoup d'Apple Intelligence, ce qui dans une Apple TV ce serait l'endroit idéal pour utiliser Apple Intelligence, parce que on peut lui demander de rechercher une émission ou un film ou lui poser une question, et là c'est tellement naturel que il faut pas attendre la release de dans 2 ans pour faire ça. Et j'ai vu effectivement un des designs où il y avait une caméra à l'avant. Et comme maintenant, avec Center Stage, on est capable de faire du recadrage assez facilement, même une Apple TV posée sur un meuble et pas forcément dans la position idéale pour faire de la vidéoconférence, ça serait vraiment très bien, parce que on avait à un moment donné discuté d'une caméra qui serait en Bluetooth, qu'on placerait en haut de l'écran, etc., etc. Mais si la caméra était dans l'Apple TV et qu'elle arrivait à cadrer les interlocuteurs qui sont a priori devant, ça serait une fonctionnalité géniale. Et au moins, ça évite que cette Apple TV se retrouve planquée dans un meuble ou dans un caisson fermé ou dans un tiroir, parce que il faudrait la mettre bien devant la télé, bien centrée pour pouvoir faire de la vidéoconf. Et du coup, elle aurait une place centrale dans les salons, et on verrait le produit Apple à chaque fois qu'on utilise sa télé. Quelle bonne pub! Didier dans le chat nous dit: j'en ai marre de regarder la télé sur un iPad dans la cuisine. Il me faut aussi une Apple TV. Bon, mais oui. Apple TV, c'est pas la télé, hein, c'est juste le petit boîtier qui apporte le côté connecté, hein, on le rappelle, à la télé. Il y a une autre info qui pourrait indiquer effectivement que un nouvel Apple TV est imminent. C'est l'annonce par Dolby il y a quelques heures de la version 2 du Dolby Vision. On en saura plus et on le verra, je le verrai en tout cas dans quelques heures, puisque je pars demain à l'IFA à Berlin, le salon qui démarre vendredi, et donc je ferai un stop sur le stand de Dolby pour avoir les infos. Voilà, l'intégration du Dolby Vision 2 qui vient d'être annoncé par Hisense, le constructeur chinois. Ça pourrait être les nouveautés d'un nouvel Apple TV, par exemple, Ellie. Mais oui, absolument. Ça serait, en tout cas, là, ça serait le premier à le faire, et ça serait bien. Ce qui m'inquiète dans cette annonce du Dolby Vision 2 que j'attends avec impatience, c'est que du coup, il va falloir que je change tous mes appareils, qu'ils soient compatibles. Oh, punaise. Ah oui. Mais c'est le principe, hein, c'est de te faire envie avec une fonction qui n'a pas encore. J'ai très envie. Je compte beaucoup sur toi pour que tu me ramènes toutes les infos de l'IFA, y compris leur merveilleux DVD de démo qu'ils présentent à chaque salon. Et que je me ferai un plaisir de mettre ça dans tous mes appareils pour faire des tests comparatifs, etc. Donc à chaque fois au CES, je revenais avec mon DVD Dolby. J'ai la collection. Compte sur moi, j'irai chez Dolby et je reviendrai la semaine prochaine avec une interview de chez Dolby pour vous parler du Dolby Vision 2. Autre possibilité, autre éventualité lors de la keynote du 9 septembre, l'annonce de la 2e génération des AirTags. Moi, j'avoue que je suis hyper impatient. Je m'en sers tout le temps. Pour ne pas vous raconter ma vie, j'ai perdu mes clés la semaine dernière. C'est pas bien. Hein. Avec ton portefeuille, d'ailleurs. Non, c'était pas au même moment. Mais voilà, je les ai retrouvés en partie grâce aux AirTags attachés à mon porte-clés. Mais vous le savez, quand on cherche à localiser précisément un AirTag, si on n'est pas à quelques mètres, en fait,
on n'a pas moyen de savoir exactement où il se trouve. J'aimerais tellement que sur la version 2, on puisse faire la même chose en étant plus loin, c'est-à-dire aller à 20 ou 30 mètres, ce serait fabuleux. Ça changerait beaucoup de choses pour retrouver ses affaires quand on a un petit problème. Voilà. Moi, j'utilise beaucoup les AirTags. J'en ai dans tous mes sacs, j'en ai dans ma valise, j'en ai sur mes porte-clés, j'en ai. Ah, moi aussi. François, je sais que tu utilises aussi les AirTags. Je dois en avoir 8 ou 10, je crois. Et puis, l'astuce, oubliez pas, dans les sacs précieux, toujours en mettre 2. Comme ça, si le voleur en repère un, il va peut-être pas se dire qu'il y en a 2. Désolé les voleurs, si vous nous écoutez, vous avez rien entendu. Oui, non, faut pas donner nos secrets, mais c'est exactement ce que je fais aussi. Voilà, donc AirTag 2. Est-ce que vous pensez que c'est un produit? On rappelle que il est rond, hein, c'est comme une grosse pièce de monnaie. Est-ce que vous pensez que son design va changer ou est-ce que on va rester sur le même? Non, je pense que c'est l'électronique, la puce et un certain nombre d'améliorations. Le design, il est difficile de faire plus mince et il est difficile de faire un design différent. Je trouve qu'Apple a trouvé un compromis qui est bien, qu'on peut mettre un peu partout. S'il pouvait être un peu plus plat, ça serait génial, mais il y a la pile, hein, donc c'est un peu compliqué. Moi, j'aimerais bien une chose, c'est qu'il soit rechargeable, MagSafe ou autre. MagSafe, ça va être compliqué, mais parce que je vois que Satoshi, j'ai vu passer une vidéo dessus, a sorti un protège passeport avec un AirTag et il est MagSafe. Moi, j'en ai qui sont rechargeables en USB avec des connectiques particulières. Moi, je trouve le gros défaut de tous ces trackers-là, c'est que, moi, régulièrement, je passe des commandes de 8 à 10 piles de ce type-là, parce que quand on en a beaucoup, du coup, on change beaucoup de piles. C'est pas très écolo, donc, s'il y a moyen de mettre une petite batterie dedans, ce serait bien. Regardez, moi, pourquoi pas Apple? Combien de temps on tient un produit compatible AirTag ultra plat que je mets dans mon portefeuille et qui est rechargeable MagSafe. Ah, c'est bien. Et c'est nickel chrome. Et c'est pas cher. Et ça... 6 mois à peu près. 6 mois? 6 mois. C'est assez long. Et l'intérêt du MagSafe, c'est qu'on a toujours des périphériques MagSafe, quoi. C'est vrai. C'est ça. Bon, Didier nous dit, j'ai pas mal d'AirTags, je change les piles environ une fois par an. Moi aussi. Tous les ans, à la même période, j'ai des alertes dans tous les sens disant qu'il faut changer les piles. Les AirTags, une caisse de piles. Les AirTags économisent bien les piles comparé aux trackers qu'on peut trouver sur AliExpress et autres, ou chez Action ou d'autres boutiques. Moi, j'en ai acheté, honnêtement, les piles, elles tiennent 5 à 6 mois, alors que c'est les mêmes piles que dans les AirTags, quoi. La consommation d'énergie est vraiment différente. C'est là-dessus que les AirTags sont vraiment bien. Et c'est là où Apple peut même progresser. En tout cas, si vous avez envie d'essayer les AirTags, c'est le moment, parce qu'ils sont en promo. Je pense qu'ils ont jamais été aussi peu chers. Vous les trouvez en cherchant bien, vraiment avec des bonnes grosses réducs. Donc voilà, pour en acheter un ou un pack de 4, c'est le moment, à moins que vous vouliez attendre la deuxième génération. Dans ce cas-là, attendez peut-être au moins l'annonce de la semaine prochaine pour vous décider. Est-ce que vous voyez une autre annonce en plus de l'iPhone et des Apple Watch mardi prochain? Est-ce qu'il y a autre chose sur lequel vous avez envie qu'on s'arrête? S'ils annoncent tout ce qu'on vient de dire, déjà ça fait une keynote de 2 heures. Hein. Ouais. Je verrai une autre keynote pour tout ce qui est home bidule, HomePod et éventuellement l'Apple TV à ce moment-là. Ah, tu verrais l'Apple TV plus avec les annonces domotiques. Non, il me recule plus mon Apple TV, lui, là-bas. Non. Elie va protester. Ah bah ouais, attends. François, moi je crois pas trop à une keynote purement je crois pas à une keynote purement domotique, perso. Je pense pas. À mon avis, ça arrivera plutôt une keynote iPad, par exemple, au mois de mars l'année prochaine. Parce que de toute façon, voilà, Mark Gurman l'a évoqué déjà la semaine dernière. Je pense qu'il va y avoir des nouvelles générations de HomePod. C'est dans le pipeline, comme il l'a dit un certain nombre de fois la semaine dernière. Mais ouais, soit avec des Macs, soit avec des iPads. Mais moi, j'imagine bien ça avec des iPads au mois de mars, par exemple, avec les iPads Pro M5 et compagnie. Les HomePods sont prêts. Ils attendent juste un moment de sortie propice. C'est le type de produit qu'il faut sortir avant Noël. C'est un produit qui est pas cher, même si ils nous sortent un modèle amélioré. Et s'ils sortent ça avant le Black Friday, c'est le genre de truc qui va se vendre par
camion. C'est franchement oui. Après le HomePod avec caméra, ça c'est autre chose, avec bras articulés ou des choses comme ça, c'est autre chose. Mais les mini, ils peuvent changer. Les mini 2, ils peuvent arriver avant Noël, c'est quasiment sûr. Ouais. Faut pouvoir les fabriquer. Il y aura déjà beaucoup. À mon avis, ils ont des stocks. Ils en ont plein les caisses et ils attendent le bon moment pour les sortir. Mark Gurman, la semaine dernière, a cité la nouvelle génération de HomePod mini. Oui. Vous les voyez la semaine prochaine? Non. Non, justement. Non. Mais avant le Black Friday, si possible. Si jamais il y a une deuxième keynote pour les Mac M5, pour sortir aussi macOS, dont on va pas trop parler la semaine prochaine, hein, puisque c'est pas dans la génération des i. Donc il pourrait y avoir une deuxième keynote ou alors une annonce par communiqué de presse avec vidéo, enfin par communiqué sur le site Apple avec vidéo intégrée, pas forcément une keynote. Donc c'est possible aussi. Ouais. Jean dans le chat demande si le HomePod attend un Siri opérationnel. Pas forcément, non. Il sera ready, par rapport au processeur et à la musique, après c'est une mise à jour de firmware. Ouais. Bon, ma question sur les autres annonces potentielles, j'avais une idée en tête, évidemment. Oui, il y avait les HomePod et le Apple Hub, mais ça, on a compris en écoutant Mark Gurman la semaine dernière que ce serait plutôt pour le printemps 2026. Non, je pensais à, vous allez rire, hein, au Vision Pro upgradé. À quel moment est-ce qu'Apple va le glisser dans une keynote? Est-ce qu'on fera juste une annonce par un communiqué de presse un jour par surprise? Oui, on retombe toujours sur la quantité d'annonces parce que s'ils annonçaient un Vision Pro, certains journalistes parleraient du Vision Pro au lieu de parler des iPhones. Les iPhones, c'est le seul produit qu'Apple réserve et il ne faut pas parler d'autre chose. Les accessoires peuvent venir après, comme un petit effet pour compléter un peu du timing, mais ils vont pas sortir un produit majeur, genre M5 ou des choses comme ça, dans la même keynote où ils vont parler d'iPhone. Ça, c'est non. Je suis d'accord avec toi, mon cher Eli. Eh ben, il nous reste à envisager les Apple Watch, donc de la keynote de la semaine prochaine. Série 11 pour l'Apple Watch. SE, ça va être quand même une annonce assez importante parce que je crois que la dernière mise à jour date de 2022. Et puis c'est quasiment certain une Ultra 3. Alors François, toi qui suis cette actu notamment d'assez près, des trois, quelle est l'annonce qui te fait le plus envie? Moi, je pense que pour faire pas trop long, je pense que la nouvelle Apple Watch normale, en fait, il y a déjà eu un redesign l'année dernière, donc je pense que ce sera juste des petites mises à jour hardware plutôt que au niveau du design, ça va pas changer, c'est ce qu'on a lu. La SE, ouais, effectivement, je pense que ça touche un public qui a pas envie de mettre 500 € dans une montre connectée. Parce que c'est vrai que ça reste quand même un budget. Je pense en particulier aussi au public des enfants. Je pense qu'Apple risque de recommuniquer beaucoup dessus. Parce que vous vous souvenez, quand ça a été présenté à l'époque, on mettait beaucoup ça en avant pour des enfants. Avec en particulier, vous savez, dès que vous configurez une nouvelle Apple Watch, c'est pour vous ou c'est pour un proche? C'est ce qui permet aussi de toucher un large public. Moi, je pense que voilà, je rejoins exactement le message de Fred Tess. Ouais, je pense que c'est surtout du côté de la Ultra où il y aura une grosse différence. On sait que l'année dernière, il n'y avait pas eu d'upgrade de la Ultra, il y avait juste la présentation de la noire, en plus du modèle gris qui existait déjà. Moi, je sais que l'Apple Watch, je l'ai depuis l'origine. Alors effectivement, je trouve que la batterie a tendance à moins tenir, mais la batterie était tellement grosse à l'époque que ça tient quand même une journée complète. Sauf à faire vraiment une activité. Je sais que la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de faire une balade à vélo de 100 km et l'Apple Watch, elle a fini la journée, elle était vide, quoi. Enfin, j'ai même pas réussi à finir la journée, d'ailleurs. Donc, dans le cadre d'activités sportives un peu longues, c'est limité aujourd'hui. Ouais, je pense que ce sera la nouvelle Ultra qui risque d'être, moi, qui m'intéresse le plus et qui potentiellement pourrait me faire de l'œil. Ouais, Marc a dit de toute façon la semaine dernière que l'Apple Watch, cette année, il y aurait des nouvelles versions, mais qui auraient rien à dire de particulier à part une nouvelle version de WatchOS. Hein. Donc, au niveau design, la 10,
et il en a parlé, a été un vrai nouveau design. Donc cette année, la 11 n'aura pas de nouveau design. La 12, j'en suis pas certain, mais en tout cas, on attend toujours cette Apple Watch ronde dont on nous parle depuis des années. Donc je sais même pas si on la verra un jour. Il y a le capteur de glycémie aussi qui a été repoussé aux calendes grecques. Donc, on n'est pas... en termes de composants de processeur, on devrait passer du processeur S9 au S11. Les rumeurs parlent pas de gains spectaculaires. Hein. Ça devrait être un léger mieux. Un tout petit peu. Et rien de plus. Il y aura un peu plus de pixels à l'écran. A priori, Apple va gratter sur la bordure de cette Ultra 3 pour que l'affichage augmente un petit peu. Et si j'ai bien compris, la batterie pourrait occuper davantage de place, notamment grâce à la réduction de la taille du processeur, ce qui permettra peut-être d'augmenter l'autonomie. Finalement, la fonction la plus novatrice, la plus intéressante, c'est peut-être l'arrivée de la connectivité par satellite directement sur l'Apple Watch 3, Ultra 3. En tout cas, c'est ce dont on parle beaucoup. Ça permettrait d'être autonome et de pas avoir besoin d'un iPhone en état de marche pour éventuellement donner l'alerte ou envoyer un message d'urgence. C'est ça, François? Ouais, c'est l'idée. Alors après, c'est vrai que même si moi j'ai plus de eSIM dans mon Apple Watch en fait, parce que je me suis rendu compte que dans la majeure partie du temps, en fait, j'avais mon iPhone pas loin, et puis ça permet d'utiliser l'iSIM dans un iPad en l'occurrence pour moi. Mais ouais, je pense que le côté satellite c'est pas mal, parce que c'est vrai que si au moins si à un moment vous voyez que vous êtes en galère de batterie sur l'un ou sur l'autre, vous pouvez économiser la batterie. Ou si vous avez plus de batterie sur votre iPhone, imaginons que vous soyez parti en montagne et que vous êtes perdu et que plus de batterie sur l'iPhone, oui, si l'Apple Watch a encore de la batterie, ça permet quand même de faire le SOS. Donc c'est plutôt raccord avec le côté aventure qui est quand même énormément mis en avant sur l'Apple Watch Ultra, clairement. Est-ce que vous pensez que le nom de l'iPhone SE va subsister parce que l'iPhone SE a disparu au profit du 16e cette année? Est-ce que vous voyez la SE continuer de s'appeler SE, ou est-ce que Apple pourrait trouver une astuce pour je sais pas, peut-être la S11e? Ouais, il pourrait l'appeler E, comme il y a l'iPhone E, il pourrait appeler l'iWatch E, mais parce que S, c'était une édition spéciale, mais à force d'en faire tellement peu, c'est plus très spécial. Donc, bon. Bonjour, je voudrais une Apple Watch E. Oui. Pitswall. Bon, en tout cas, je sens pas d'excitation particulière de votre part autour de ces nouvelles Apple Watch. Si, la Ultra. Moi, la Ultra, ça devrait être sympa, je pense, quand même. Parce qu'elle a vraiment besoin d'un upgrade. Ça fait 3 ans. Voilà. Et puis l'année dernière, pas de mise à jour. Donc non, moi je pense que la Ultra, à mon avis, vont beaucoup communiquer sur celle-là. Je crois aussi. Bon, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le contenu? Oui. Vas-y, Elie. Pas sur le contenu de la keynote, mais quelque chose à dire, oui. Parce que Didier nous a appris à l'instant que les bêta 9 sont sortis. Sont là. Pour tous les OS. Donc j'ai dit à tout le monde de rester calme, de ne pas se précipiter pendant qu'on enregistre, parce que bon, ça serait dommage. Mais les bêta 9 sont sortis, effectivement. Bon, c'est confirmé. Il y aura combien de bêta? Parce que c'est rare qu'on passe les bêta 8. Non, on a eu des bêta 11, donc il pourrait y en avoir une ou deux avant la Golden, mais à mon avis 9 et la 10e sera la Golden. Une de plus. La Golden, c'est la Golden dans l'ordre, c'est avant ce qu'on appelle la release candidate normalement, c'est ça? Oui. En fait, non. La Golden, c'est celle qu'on donne en finale, et sauf surprise, ça devient la release candidate. La release candidate. Ouais. Alors. Golden Master, voilà. Ouais. C'est ça. Ok. Alors, est-ce qu'on peut essayer de partager ce que devrait être le calendrier de ce mois de septembre pour Apple, en commençant évidemment par mardi prochain, le 9 septembre, la keynote. Le même jour, probablement,
dans la foulée de la keynote, sans doute dans la soirée en heure française, on devrait voir arriver les fameuses versions release candidate d'iOS 26 à minima, peut-être des autres OS aussi. Il y a toujours un doute sur le fait que macOS va sortir en même temps que les autres OS. Normalement, c'est toujours un mois après. Ouais. Alors, c'est vrai, mais beaucoup notent que cette année, et à la différence des années précédentes, les bêtas de macOS évoluent exactement au même rythme que les bêtas des autres OS. C'est pour le Liquid Glass. C'est pourquoi? C'est juste. Pour le Liquid Glass, le Liquid Glass. Je pense que c'est parce qu'ils font les évolutions au fur et à mesure sur tous, parce que c'était quand même la grosse nouveauté. Donc je trouve que d'un point de vue impact, pour montrer l'importance de ces systèmes-là, ce serait plutôt judicieux de la part d'Apple de tout sortir en même temps. Faut juste que les serveurs suivent. Mais sortir macOS en même temps qu'iOS, iPadOS pour dire voilà, c'est la version 26, regardez, ceci est une révolution. C'est tout à fait probable et même intéressant ce que vient de dire François, parce que évidemment, dans tous les showrooms des Apple Store, des APR et de tous les retailers, ce qu'on voit dans le showroom, ce sont les Mac, parce que c'est les écrans les plus grands. Donc, s'il y a des autodémos avec du liquid glass, c'est quelque chose qui va attirer le regard et qui va faire rentrer les gens dans les boutiques. Bon, après, ils vont les regarder en plus petit sur l'iPhone, mais l'iPhone, vous pouvez avoir la différence avec la version précédente lorsque vous êtes dans la rue, hein. Donc, il faut vraiment être dans le magasin. Donc, les écrans, c'est un vecteur de publicité extrêmement important pour Apple. Alors, le calendrier, donc, mardi 9 septembre, keynote, et dans la foulée, probablement, la sortie des versions release candidate des OS, en tout cas d'iOS 26, sans doute des autres, et peut-être aussi de macOS. 3 jours plus tard, si tout se confirme, le vendredi 12, ça devrait être donc le début des précommandes pour les produits annoncés lors de la keynote, donc de la gamme iPhone 17 et des Apple Watch, en tout cas pour la série 11. Le 15 septembre, lundi 15, théoriquement, ce serait la sortie des versions des OS finales des nouveaux OS, en tout cas d'iOS, de WatchOS et de tvOS à minima. Et puis le 19 septembre, donc le vendredi 19 septembre, c'est aussi une date, là pour le coup, sur laquelle Mark Gurman était totalement affirmatif la semaine dernière. Oui. Ce serait donc la dispo des annonces, des produits annoncés la semaine prochaine. Donc la sortie commerciale des nouvelles Apple Watch et des nouveaux iPhones de la gamme 17. Voilà, on a cette visibilité-là, en tout cas au jour où on se parle. On sait que l'automne sera chaud, puisqu'on attend potentiellement les nouveaux iPad Pro et l'annonce des puces M5. A priori, si le passé se reproduit, ce sera le premier produit à en profiter. On a donc ce Vision Pro upgradé avec une puce M4 ou M5 dans les tuyaux. Les nouveaux MacBook Pro, alors, est-ce que ce sera avant la fin de l'année ou au printemps 2026? Je crois que les deux hypothèses se valent aujourd'hui. C'est loin d'être évident. Ça pourrait attendre le printemps, la mise à jour des MacBook Pro. D'ailleurs, à ce sujet, je sais pas si vous avez vu cet article que je vais essayer de retrouver, dans lequel il est question que les iPhone 18 ne soient pas lancés en septembre 2026, mais au printemps 2027. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, on l'a déjà, si je dis pas de bêtises, on l'a déjà évoqué dans une précédente émission. Tu m'excuseras si je me trompe. Non, mais dans l'idée, on avait évoqué des lancements en 2 phases. L'idée, c'était un lancement au mois de septembre des iPhone Pro et de l'iPhone Foldable, machin, ce que tu veux, Fabrice, ce que t'aimes. Et les iPhone 18, du coup, et 18e au mois de mars. Ok, effectivement. Donc tu fais référence à cette séparation des lancements entre modèle Pro et modèle non Pro, en fait. Ouais, et l'article auquel tu fais allusion, en fait, disait que l'iPhone qui va être présenté du coup la semaine prochaine, le 17 normal, serait l'iPhone qui aurait la durée de vie la plus importante entre la sortie d'un iPhone et son remplacement, si on fait évidemment abstraction des modèles SE qui ont eu jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans, etc. de durée de vie. Ouais, ok. Bon, bah, écoutez, alors,
vous me reprenez si je me trompe, je pense qu'on a à peu près dit tout ce qu'on pouvait dire sur cette keynote, si ce n'est à vous rappeler donc qu'elle a lieu mardi prochain, 9 septembre, à partir de 19h heure française. On sera au rendez-vous pour la commenter, pour la suivre avec vous, évidemment. On prendra sans doute la main à notre horaire habituel désormais, 18h30, pour avoir une petite demi-heure d'amorce pour se chauffer avant que ça commence vraiment. Dans laquelle on s'expliquera qu'il faudra pas être déçu si tout ce qu'on vous a dit n'est pas oui. Bah oui. Comme tous les ans. Mais bon, dans tous les cas, on a quand même plein de confirmations à avoir, de détails à avoir aussi. Moi, j'attends beaucoup la partie photo vidéo sur les nouveaux iPhone Pro Max. Tout le nouveau système de refroidissement. Vous avez compris qu'on n'avait rien compris, donc on a vraiment besoin des explications d'Apple. Et puis on espère toujours une surprise, un one more thing. Hein, pourquoi pas? Le prochain, ce sera l'iPhone Fold dans un an. Oui, d'accord. Tu crois que ce sera le one more thing? Peut-être. De l'année prochaine? Pourquoi pas? L'iPhone des 20 ans dans 2 ans, je sais pas. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, merci à vous trois, Élie, Gilles et François, d'avoir anticipé la keynote de la semaine prochaine. On sera donc au rendez-vous pour vous accompagner. Gilles, je crois que tu veux absolument faire un coup de cœur, c'est ça? Oui, il y a vas-y. Dexo Photolab 9 qui vient de sortir aujourd'hui et qui est lui aussi jaw dropping. Et ce n'est pas en bâillant à se décrocher la mâchoire comme devant certaines keynotes d'Apple. Donc il y a une nouvelle fonction de retouche qui utilise l'intelligence artificielle, zone par zone, sujet par sujet, même les cheveux. C'est des trucs assez époustouflants. Je l'ai testé sous embargo pendant 15 jours, c'est vraiment excellent. Il y a une nouvelle façon de traitement par l'eau et pour François, l'affection définitive de la prise en charge des capteurs de Fujifilm et surtout pour le reste du monde qui nous intéresse. Enfin, la prise en charge des fichiers générés par l'iPhone, que ce soit le ProRes, mais aussi le HEIF. Et du coup, c'est un vrai... Je vous encourage à aller le tester gratuitement pendant 30 jours. C'est pas donné, c'est autour de 240 € l'achat. Mais vous pouvez lisser le paiement plusieurs fois, je crois. Donc voilà. Je pense que l'avantage, c'est que la version d'essai ne réclame pas de numéro de série, contrairement à d'autres éditeurs de logiciels qui réclament un numéro de carte bancaire pour tester les logiciels. Adobe, si tu nous regardes. Tu nous regardes. Merci beaucoup à tous les trois, les amis. On est impatients d'être la semaine prochaine. On va compter les jours, hein. J-7 avant la keynote. Merci de votre fidélité à iWeek. On se retrouve donc mardi 9 septembre, 18h30 en direct pour suivre avec vous cette keynote iPhone 17 et Apple Watch série 11 et plus si affinité. Passez une très bonne soirée. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Je remonte vos prénoms. Zuber était là, Didier très actif, Philippe, Fred Tess, Jean, Phoenix Revenge et les autres. Merci de votre fidélité et de votre amitié. À mardi prochain, passez une très très bonne semaine. Et pour les soutiens Patreon, on se retrouve dans un instant, juste après le générique de fin. On va revenir sur 3 infos de la semaine pour continuer à vous accompagner un petit peu. À la semaine prochaine. Salut à tous. Salut les copains. Bye bye. Ciao, bye. Ouais. Salut. Voilà, le générique de fin vient de se terminer. On reste pour vous, nos soutiens Patreon. On vous remercie encore de votre soutien et de votre fidélité à iWeek. Je suis avec Élie, François et Gilles. On va terminer ensemble avec 3 infos de la semaine. La première, c'est un peu la suite de notre interview de Mark Gurman la semaine dernière à propos de cet iPhone pliant
qui doit être annoncé, si tout va bien, dans un an, quasiment jour pour jour. Et c'est Ming-Chi Kuo qui revient à la charge, lui qui fournit des indications depuis des mois sur ce projet excitant d'iPhone pliant. Il confirme qu'Apple n'a pas fait le choix de Face ID pour cet iPhone pliant. D'une certaine manière, François, on va revenir à une technologie qu'on avait un peu cessé d'utiliser. Hein. Oui, alors pas complètement, parce qu'en fait l'idée c'est d'implémenter Touch ID dans le bouton de mise en veille du téléphone, un peu à l'image de ce qu'on peut avoir sur les iPad Air et iPad mini, Ouais. et iPad tout court d'ailleurs. En fait, je pense que Apple aurait bien aimé implémenter Face ID, mais le problème c'est que les capteurs sont tellement importants que du coup, visiblement, ils n'ont pas trouvé de solution pour l'intégrer. Donc, retour en arrière avec Touch ID, ce qui est un peu dommage. Mais bon, faut pas oublier que ce sera une version 1. Je pense qu'il faut aussi en garder un peu sous le coude. Et puis les technologies évoluent en permanence. Mais effectivement, pas de Face ID. Je pense qu'on prendra vite le pli. Je pense que le bouton d'allumage sera bien positionné, et ce qui fait qu'en fait, c'est vrai que souvent quand on prend son téléphone, on le prend d'une certaine manière, et donc si le bouton est bien positionné, est-ce que ça va jouer, ça va vraiment manquer? La seule chose, c'est les accessoiristes devront l'intégrer de manière intelligente et de laisser un trou du coup pour qu'on puisse glisser le doigt à cet endroit-là. Oui. Ok. Moi, j'ai ça dans l'iPad mini, et ça, franchement, Touch ID, je l'utilise dans l'iPad mini, et c'est bien. Bah oui. Ah ouais. Ok. Des confirmations, des précisions sur les écrans de ce futur iPhone pliant. Donc on serait sur un écran de 5,5 pouces, donc un écran externe. Et une fois déplié, l'écran donc ouvert ferait 7,8 pouces. Apple a beaucoup travaillé avec Samsung, qui est son partenaire pour l'écran de cet iPhone pliant, pour éliminer ce qui a longtemps été le ou les défauts des pliants de Samsung justement, et donc ça concerne évidemment la pliure et la charnière, et a priori Samsung serait arrivé au résultat que visait Apple au mois de février, ce qui du coup a véritablement lancé le projet presque au niveau industriel. C'est long, hein, parce que entre février 2025 et le lancement potentiel en septembre 2026, il se sera passé pas 2 ans, mais un an et demi bien tassé, quoi. Hein. Ouais, et puis il faut pas oublier qu'il y a toute l'interface aussi à repenser. Il y aura ça aussi, parce que du coup il y aura 2 interfaces. Il y aura l'interface pour l'écran de devant qui sera à mon avis assez similaire aux iPhones classiques. C'est plus pour l'intérieur, ça fera un mini iPad mini au final. C'est exactement ça. Comment est-ce qu'ils vont l'ajouter? iPadOS ou iOS à l'intérieur? iOS. Un mélange des deux. Ah. Un mélange des deux, je crois. C'est là où les deux. C'est une réponse de Normand. Ouais. Ah bah oui. Et ouais, les deux vont fusionner, tu crois, Ellie? Ah, il y a des chances. Tu crois que l'année prochaine on a qu'un seul OS pour les deux? Ce serait pas bête, hein, parce qu'à partir du moment où tu as donc un iPhone pliable, mais que derrière il va y avoir aussi un iPad pliable, mais Mark Gurman dit 2028, hein, donc là on a un peu de temps devant nous. Ça aurait du sens. Et pourquoi pas un OS spécial pour les pliables? FoldOS, parce que ça fait trop d'OS. Ah ouais, là ça fait trop d'OS. Ouais. Attention, il y a HomeOS qui arrive aussi, hein, donc. Ouais. C'est une question d'interface utilisateur, donc c'est tant qu'à faire un grand écran, mais pas si grand que ça, il faut repenser la façon de l'utiliser. D'autant il va y avoir éventuellement la possibilité de diviser en deux les deux écrans, d'après ce qu'on a pu voir, ne serait-ce que pour servir de clavier pour l'écran du bas. Ça demande une réflexion et un apprentissage particulier. Ouais. Bon, en tout cas, sur le prix, hein, ça va sans doute faire mal au portefeuille, hein, puisque oui. On sait que le Fold 7 de Samsung est à 1800 €, hein, si je me trompe pas. L'iPhone pliant Apple, on parle d'un prix compris entre 2000 et 2500 $. Donc, si vous ajoutez la TVA,
on pourrait ne pas être très loin des 3000 euros, Ellie, ça semble déraisonnable, non? Je pense que c'est réservé à une élite. Mais encore une fois, Apple, quand ils sortent des produits premium, il y a toujours des gens pour les acheter. Après, ça dépend quel est le volume qu'ils ont prévu. Donc, on verra. Ouais, on verra. Autre info, et là c'est plutôt une bonne nouvelle. CarPlay Ultra, cette nouvelle interface de CarPlay qui est arrivée en premier il y a quelques semaines, quelques mois, notamment chez Aston Martin, hein, si je me trompe pas, Ellie. Tout à fait. Voilà, enfin un modèle un peu plus accessible de chez Hyundai. Oui, c'est Top Gear hein, qui a sorti l'info. Le modèle, si je ne me trompe pas, ce serait la Ioniq 3 EV. Qui est une voiture électrique, c'est la voiture qui est un peu cubique. Non, j'ai une bêtise d'ailleurs. Non, c'est pas la cubique. La cubique, c'est la Ioniq 5. Ça doit être une nouvelle, je pense. Ouais. 35 000 $, un prix d'achat. Donc, on est dans un niveau de prix qui est pas délirant. Ce modèle EV, normalement, doit être présenté, au salon de l'auto de Munich, qui démarre, comme par hasard, le 9 septembre. C'est fou, non? Ah bah alors. C'est fou, ça. Non, mais c'est intéressant que, CarPlay, après avoir démarré sur des voitures quand même hors de portée pour la plupart d'entre nous, on n'est pas au CarPlay Ultra se démocratise et c'est quand même. Si on commence à voir ça dans des Hyundai, c'est sûr que oui, c'est étonnant. C'est pas mais c'est pas le petit modèle, mais Hyundai, c'est des voitures qui sont pas mal et qui sont pas très chères. Ouais. Moi, j'ai vu, je suis pas toujours d'accord avec leur design, mais ils mettent beaucoup de fonctionnalités, hein, parce que même dans le modèle d'entrée de gamme, la i10, il y a du CarPlay sans fil. C'est vraiment une voiture qui utilise des techno Apple. Hein. Bon, on va suivre hein, évidemment l'extension de CarPlay Ultra à d'autres marques et à d'autres modèles qui seront peut-être un jour à notre portée. On va terminer par cette enquête de DigiTimes, hein, donc le média taïwanais, selon qui Apple met de plus en plus la pression sur ses sous-traitants, sur ses partenaires, pour que les usines qui fabriquent les composants et les produits fassent de plus en plus appel aux robots, à la robotique et de moins en moins à de la main-d'œuvre humaine. Est-ce que pour vous est-ce que c'est signe justement qu'Apple va dans le sens du progrès ou au contraire qu'Apple veut de moins en moins faire travailler des gens qui ont sans doute besoin de ce travail? Gilles, je suis sûr que tu as un avis sur la question. Je pense que c'est le sens de l'histoire et que on évite d'avoir régulièrement des problèmes de droit du travail, voire de droit humain tout court, avec des sous-traitants ou des sous-traitants de sous-traitants, comme ça a pu se produire, qui, à force de tirer les prix, sont très tentés par une façon très... je veux pas faire de stigmatisation, etc., mais une façon très asiatique de traiter les subordonnés, les gens du travail. On n'a rien à leur envier si on remonte dans les années, mais que ce soit en Inde, en Chine, voire d'autres pays qui ont été mis à contribution par Apple, il y a régulièrement des problèmes de scandales et dans la façon de traiter les ouvriers avec des machines, on n'a pas ce souci-là et on n'a pas de problème non plus de fiabilité, de défaut. On tend plus vers le zéro défaut que avec des gens qui sont pas traités aussi bien qu'il le faudrait, quoi. Bon, j'avoue que moi je suis partagé hein, sur cette info.
si je pense aux conditions potentiellement difficiles, voire terribles dans certaines usines, oui, évidemment, remplacer les hommes par des robots, ce serait mieux, mais en même temps, il y a des centaines de milliers de travailleurs, de petites mains qui ont besoin de ces boulots, et donc si on les remplace par des robots, que vont-ils faire? Comment vont-ils vivre? Je me pose la question. Et dans quelles conditions? Sachant que les compétences, que ce soit en Chine ou en Inde, voire au Vietnam et au Cambodge, le niveau d'éducation monte et on n'a plus ce réservoir de fils de paysans ou de filles de paysans qui partaient dans les grands centres industriels pour essayer de trouver une meilleure vie, en tout cas de gagner un peu d'argent pour pouvoir s'installer. Je voudrais avoir juste le sentiment de François et d'Élie sur le sujet. François? Je n'aurais pas dit mieux que ce que tu as dit, c'est-à-dire que tu te dis oui, c'est mieux parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles, mais en même temps, quand tu vois le nombre de millions de personnes qui vivent sans doute grâce à ça, après voilà, on peut toujours se poser des questions sur les conditions de travail, sur ce qu'ils sont payés, etc. Évidemment, mais bon, mais je pense que voilà, c'est comme l'a dit Gilles, c'est dans le cours de l'histoire et on sent bien que de toute façon, il y a une volonté d'automatisation au maximum, puis ça permet aussi d'avoir moins de déchets entre guillemets, puis au moins le droit du travail, ça permet de s'asseoir gentiment dessus, quoi. Élie? Pas mieux que mes camarades, je suis d'accord avec tout ça. Je peux juste dire en plus que d'une façon ou d'une autre, on va tous vers la robotique. Tout le monde s'intéresse à ça et je pense que les premiers robots qui fonctionnent dans des usines existent déjà et que ils vont finir par se déployer et que on en parlera dans les années qui viennent, mais la robotique va devenir probablement un marché qui sera plus important que l'informatique dans quelques années. Donc il faut s'y attendre, on prépare et peut-être que à partir du moment où ces usines sont robotisées, elles sont plus faciles à transporter d'un pays à l'autre si jamais Apple doit à un moment donné changer de pays pour une raison politique ou une autre, mais on ne rentrera pas dans ce débat. Mais c'est une façon de préparer l'avenir aussi. Ouais. Il y a des soucis de démographie aussi, en Chine en particulier, mais un petit peu partout. Le seul continent qui voit sa population augmenter, c'est l'Afrique. Tous les autres, l'Europe, l'Asie et les Amériques, sont sur la pente descendante. Enfin, je pense qu'il y a encore assez d'ouvriers en Chine. Hein. Il y a pas. Je pense pas qu'il y ait péril de ce côté-là. Non, mais effectivement, Apple veut quelque part arriver à une forme d'uniformité de la qualité de production partout où on fabrique des produits pour la marque. Il y a sans doute aussi des considérations RH, enfin humaines en tout cas derrière ça. Ce que met en évidence l'article et l'enquête de Digitime, c'est que depuis 2 ans, Apple insistait sur, en tout cas, invitait ses partenaires, ses sous-traitants à automatiser les chaînes de production. A priori, apparemment, désormais, c'est devenu une condition pour signer de nouveaux contrats avec Apple, que les chaînes soient très largement automatisé. Donc effectivement, on est à un moment de pivot de ce point de vue-là, et ça va être intéressant de suivre la manière dont ça va se développer. Voilà les amis, merci d'être restés pour ce bonus. Merci à vous surtout de nous soutenir sur patreon.com/week. À mardi prochain pour la keynote, et on vous souhaite une super chouette semaine. Gilles, Élie et François, salut à vous trois. Bonne soirée, ciao. Et à bientôt. Bye bye. Ciao. À mardi. Salut. À mardi.